Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live où on va parler de la BD Quentin par Tarantino de Amazing Amazian. Je fais les invites, vous connaissez le départ, c'est toujours un petit peu particulier donc ça va trembler un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, je ne vous vois pas parce que j'ai le double écran. Hello hello, c'est parti, les invitations sont envoyées, je vais poser mon téléphone, vous aurez plus ma grosse tête. Hop, voilà, ça va être mieux. Le temps que tout le monde se connecte. Hello, Alors, attends. bienvenue. Voilà. Ben voilà, c'est pas beau ça. Hello tout le monde. Hello. Alors on attend que notre ami le Kit arrive. Donc on est en live ce soir pour parler de cette BD et d'autres choses, mais en particulier celle-ci qui est la toute dernière en date, c'est ça si je dis pas de bêtises? Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc qui parle de Quentin Tarantino comme c'est écrit ici en gros. Alors j'attends de regarder si le Kit il arrive à se connecter. C'est toujours le début des lives Instagram, c'est toujours particulier, hein. Je le vois Ok. qui est. Le temps que tout le monde se connecte. Merci en tout cas beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un grand, grand merci. Ça fait super plaisir. Merci de Je- m'avoir invité. Bah écoute, avec grand plaisir. J'ai tellement aimé ta BD que je me suis dit c'est pas possible qu'on la fasse pas découvrir au plus de monde possible. Alors, je vois que ça se Partager la connecte. passion. Exactement. C'est bon, t'as l'idée. On va être trois, c'est ça? On va être trois, ouais. Il Ouais. y a JC, donc il y a le pseudonyme Le Kit, comics, ciné, geekery, tout ça, qui est une star dans le monde des réseaux sociaux. Salut. Hello. Hop. Salut Méline, c'est Comment tu vas, Salut. JC? Bien? impeccable. Et voilà, donc merci à toutes celles qui se connectent sur le live. Donc on va parler de Quentin par Tarantino, par Amazing Amazian. Tu préfères qu'on t'appelle comment? Qu'on dise tout le long le Améziane. nom Améziane, Amazian? Améziane, c'est plus simple. Parce Amazian, qu'Améziane, c'est c'est le vrai prénom, en fait, donc c'est plus simple. ok. Voire Amé, même. On peut même... On peut même réduire encore. Ouais, 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 ouais. Ok, super. Eh bien, Amé, je te propose, sans plus attendre, de te présenter pour que nos auditeurs puissent Euh, dire qui es-tu? Scénariste, scénariste, dessinateur, graphic designer de bande dessinée, de graphic novel et de comics depuis 20 ans. En février de l'année prochaine, ça fera 20 ans que je fais de la bande dessinée avec des bouquins qui sont sortis. Ah ouais. Le Tarantino est le 21e et je suis en train de terminer le 22e qui est Nazi Killer. Nazi Killer, bah, ça c'est un titre qui est Ouais, fortement intéressant. voilà. Cool. Euh, J'ai une petite image si j'arrive à la sortir. Tac. Ça ressemble à ça. Ah ouais, Voilà. Ouh. Ah Petit oui, exclu de la couverture. chouette. ah oui, Donc on très raconte sympa. l'histoire de l'armée secrète de Churchill. On dirait que c'est les Inglourious Basterds en vrai en fait. Ok. Tout ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, comment ils ont influencé, comment ils ont créé les commandos, le SAS, tout ça et tout. Voilà. Il y a, je raconte tout ça une espionne polonaise qui est arrivée en France et qui a fait des missions qui étaient incroyables. Donc voilà. Donc, 144 pages d'histoire, toute vraie et grandiose. Ok. Et ça sort quand? 15 février 2023, donc dans pas longtemps. Ah oui, ça arrive, c'est tout, ça arrive de Ah ben suite là. je le finis ce week-end et il sort en février. Ok, génial. Bah merci pour l'exclu de la couve et tout ça. Allez, et du coup, bah voilà, tu veux nous parler un peu plus de ton parcours? Illustrateur pendant une dizaine d'années, ce qui m'a permis d'apprendre toutes les techniques d'impression, savoir faire des affiches, savoir faire des livres. Du coup, je peux me permettre de comme j'ai fait dans 1984, de créer une vraie affiche de Big Brother qui est de la gueule, un truc qui était vraiment chiadé avec
des recherches historiques mélangées du communisme avec des trucs des affiches de la Première Guerre mondiale en Angleterre, des trucs comme ça et tout. Ok. Euh, du coup, je développe plein de styles différents que je mélange euh, parce que mon auteur préféré c'est Bill Sienkiewicz et mon D'accord. scénariste préféré c'est Frank Miller. Donc du coup, Ok. ça veut dire que ça va remuer un peu et qu'on va pas être dans le franco-belge. Et, euh, et voilà. Et mon délire, c'est d'être Bill Sienkiewicz. Si j'avais eu du talent, j'en ai pas, donc je me débrouille avec ce que j'ai. Non, lui est un génie, moi je bosse. C'est pas pareil. C'est assez. Je peux aller vite. Usain Bolt court comme une torpille. C'est ça la différence. Mais je m'amuse beaucoup en faisant mes trucs et j'espère que ça passe par la lecture avec la passion et que toutes les petites idées graphiques que je trouve pour m'amuser, faire des fausses affiches, des fausses couvertures de livres. Dans le Tarantino, j'ai mis vraiment tout ce que je savais faire avec les fausses affiches des films que Tarantino n'a pas réalisés encore, mais qu'il voulait préparer. Enfin voilà, ça a été très intéressant à faire. Bah écoute, on en reparlera quand on va présenter l'ouvrage en détail, mais effectivement, c'est vrai que cette richesse graphique que tu offres, elle est vraiment intéressante, hein. C'est surprenant et c'est vraiment enrichissant. Bah merci pour cette petite présentation. Du coup, on a retrouvé le kit qui nous a quittés, hein, une petite, Ouais. Mais c'est bon. J'ai entendu Sienkiewicz et Frank Miller, donc tout va Ouais, bien. ouais, ouais, ouais. C'est ce qui me. C'est les deux qui m'ont mis une bonne claque très très vite, dont même j'ai retenu le nom tout de suite en fait. Quand j'étais plus jeune, quand je lisais le Daredevil de Miller, c'est le premier artiste, le premier dessinateur où je me suis dit, j'aime tellement son style, faut que je retienne son nom parce qu'à chaque fois que je vais lire une histoire, je vais regarder si c'est pas lui qui l'a fait. Et il était très productif à l'époque, donc du coup, il y avait plein d'histoires dans tous les sens. Et Sienkiewicz, c'était le choc complet. J'adorais les New Mutants. Et quand il a fait Electra Assassin, moi je l'ai lu en français malheureusement au début, et j'ai lu les deux premiers volumes chez Delcourt, et je les ai posés parce que je me suis pris une grande claque, je me suis dit je comprends rien, enfin c'est pas que je comprends rien, mais c'est trop pour moi, j'adore, mais c'est trop. Et j'ai fait une overdose, et je l'ai posé pendant un an, et un an plus tard j'ai racheté les deux derniers, j'ai tout lu d'un coup, et je me suis dit voilà, quand je serai grand, je veux faire ça. Et j'ai un peu grandi, et je fais ça dans ma catégorie, on va dire. bah, en tout C'est déjà cas, très bien. bah, c'est plutôt très très bon déjà, effectivement. Du coup, comme on parle ce soir, alors je le dis pour ceux qui nous rejoignent, là en ce moment, on va parler euh, essentiellement de Quentin par Tarantino, mais également de Scorsese et aussi de ton travail. Euh, Ton éditeur a la gentillesse en plus de faire gagner un album de Quentin par Tarantino ce soir, donc restez jusqu'au bout du live parce qu'on fera gagner à la fin forcément. En tout cas, merci à eux et merci à toi aussi d'être là pour promouvoir cette chouette BD qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses, JC aussi. Toi de ton côté, ce que tu en as pensé? Ouais. Bien, franchement, je ne veux pas dire que je suis un connaisseur parce que Méziane, je ne l'ai pas connu avant cette BD. Peut-être que j'ai déjà vu circuler sur les réseaux sans le savoir tes œuvres, tes dessins. Je jouais franc jeu, mais franchement, je ne connaissais pas, je n'ai pas forcément lu des œuvres de ta part auparavant. Mhm. Et étant un grand cinéphile et un fan de Tarantino et un grand lecteur de BD franco-belge et de comics, voilà, quand je suis tombé dessus, j'ai trouvé ça génial parce que d'une, voilà, en tant que cinéphile et grand fan de Tarantino, j'ai trouvé ça original le biais par lequel tu es passé pour écrire cette BD, avec des anecdotes qui peuvent être pour certaines connues et d'autres, alors là, totalement, personnellement, il y en a, je ne saurais plus laquelle Ouais, mais c'est ça, mais je n'avais pas forcément le c'était le fil, but. mais Ouais, ouais. franchement, tu as trouvé le bon truc pour raconter la vie, hein, parce que c'est pas que la Mhm. filmographie, la vie de Tarantino, par le biais de ce bouquin, hein. Donc voilà. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller chez votre libraire BD, spécialiste BD, vous demandez
Quentin par Tarantino aux éditions de Roger par Méziane. Voilà, donc moi, du coup, ça me donne envie de découvrir tes autres travaux Mhm. précédents. Mm. Je trouve que tu as vraiment un style vraiment excellent. Comme comme tu disais tout à l'heure, toi-même, tu es lecteur de BD, de comics et tout ça, et ça se ressent pleinement dans tous tes travaux là-dessus. Voilà, c'est graphiquement, Ah oui. c'est chouette. T'as, t'as- C'était dur t'as à une faire culture, cette ouais. image. Cette image a été très très dure parce que je suis très fan des films de Baby Car et je suis encore Ouais, plus fan des mangas de Lone Wolf and Cub en fait. Ah oui. Donc du coup, ouais. j'avais qu'une seule image pour synthétiser toute cette passion et cet amour qui dure depuis des années. Et c'était assez c'est l'une des images que j'ai fait vers la fin en fait, parce que je me suis dit il faut vraiment que je charge mon caméra pour le faire vers la fin, parce que j'aurais pu faire 10 pages sur Lone Wolf and Cub et expliquer à quel point c'était une inspiration pour Kill Bill et tout ça. Donc du coup, c'était compliqué parce qu'il y avait énormément de trucs que j'adore à fond dans le bouquin, parce que c'est aussi des influences de Tarantino. Et c'était même frustrant parce que je pouvais faire que soit une seule image pour synthétiser 20 ans de passion absolue. Donc c'était assez complexe, et pour revenir, je suis super fan de Tarantino en fait, moi aussi. Et du coup, je savais en tant que archi fan qu'il fallait que je trouve des histoires et des anecdotes et des trucs que Tarantino a racontés dans les derniers podcasts pour la promotion de son bouquin Once Upon a Time in Hollywood. Il a fait énormément de podcasts et il a raconté énormément de trucs qui n'avaient jamais été imprimés, qui n'étaient jamais passés dans les magazines, machin et tout. Fallait vraiment entendre ce qu'il avait dit à ce moment-là pendant ces 5 minutes. Moi, j'ai tout noté. Et après, ça m'a permis de créer du contenu original pour faire un livre de cinéma, mais qui soit raconté à la première personne, en fait. Ouais. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute des vidéos de Tarantino, des interviews pendant l'année où j'ai travaillé sur le bouquin. Donc, j'avais du Tarantino dans la tête tout le temps. Et quand il fallait écrire des dialogues, il y a une partie des dialogues qui sont notés et récupérés des interviews, et l'autre partie, ben, je le traite comme un personnage de fiction, en fait. Mm. Mais il fallait que je comprenne comment il parle. Et j'ai fait pareil pour Scorsese, en fait. Mhm. C'est on écrit des dialogues dans le sens où le mec a l'habitude de parler avec son langage, avec ses anecdotes, et à la façon dont il répète des choses aussi. Il y a beaucoup de... Les réalisateurs aiment bien des bonnes histoires, ils savent ça fait des bons clients, donc techniquement, Mm. ils racontent des histoires plusieurs fois d'affilée, quoi. Et je fais pareil dans les livres. De temps en temps, je répète les choses plusieurs fois. Et généralement, il y a la correctrice qui me dit, mais ça, tu l'as déjà dit au début du bouquin. Et à chaque fois, je lui dis, mais je sais, mais pour que ça ressemble à du dialogue, il faut rajouter comme ça des éléments de langage et de répétition qui sont intéressants, quoi. Et effectivement, alors moi, Non, je mais- dirais que quand j'ai lu cette BD, alors pareil, hein, je t'ai découvert avec cette BD-là. J'avais vu passer ton 1984, que je n'ai Ouais. pas encore lu, mais qui du coup m'intéresse vivement. Quand j'ai lu ce Quentin par Tarantino, j'ai pas réussi à décrocher en fait. Et on sent une passion dans la BD, mais c'est un truc de malade. Et tu préviens hein, à l'arrière, dans la quatrième de couve, qu'on va avoir envie de revoir tous les films dont tu parles, et c'est Ouais, hallucinant. clairement. C'est exactement ça. Et il y a une passion qui ressort, il y a une générosité dans ce que tu écris et dans la façon dont tu le mets en image qui est juste géniale. Et ce qui est complètement fou, alors ça, on va revenir un peu sur ta passion. Et en plus, pour faire un petit coup quand même de promo à ton éditeur, ils ont sorti ce bouquin qui est quand même un beau bébé, hein, on va pas se Mhm. mentir, pour 20 balles, quoi. Et comme je l'avais dit dans une de ma vidéo, enfin, c'est une super idée cadeau pour soi, mais aussi à offrir, Mhm. quoi, pour un fan de cinéma, quoi. Bah, Donc, d'ailleurs, quand on a sorti le Scorsese juste avant, il fait 384 pages. Il est à ouais. 23, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Et j'étais très surpris et quand même assez content parce que je me dis, bah, ça va le rendre abordable parce que j'avais quand même l'impression que le bouquin allait faire 30 euros ou quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec un bouquin à la ta-chaîne, c'était rigolo. C'est Et, ça. j'avais fait la blague même une fois je sais plus où, j'avais raconté cette connerie. Et ça a été repris j'ai vu sur une critique à un moment que j'avais fait un bouquin chez ta chaîne.
Et non, malheureusement non, c'était un bouquin à la Tachaine. Je ne suis pas encore Oui. chez Tachaine, je ne suis pas Hewlett, mais euh, mais donc c'était assez rigolo et il est souple aussi. Ouais, c'est ça. C'est un D'habitude, je souple, fais ouais. toujours des bouquins cartonnés et le seul bouquin souple que j'ai fait, c'est le comics que j'ai fait chez Boom aux États-Unis là, Big Black Stan Lafatica. Et du coup, j'étais très content d'avoir un bouquin qui soit agréable à manier et surtout que celui-là, il fait 230 pages. Ouais. Ouais, là, je m'amuse à faire du Calvin et Hobbes en fait pour raconter la vie de Tarantino. C'était super marrant à faire ça. Ouais, c'est ça qui est prenant aussi, c'est la diversité du style dans toute la BD, quoi. Du style réaliste au Calvin et Hobbes qui est plus cartoony, et puis les affiches cinéma que tu fais toi-même, on va dire, Ouais, mais parce tu que fais à ta sauce. c'est des parodies, mais en même temps, c'est aussi ce que fait Tarantino. C'est systématique. Tout ce que fait Tarantino, c'est de la référence, en fait. Ouais. Et donc, il fallait que je mette 50 références par page. Et il y a tout un tas de petits trucs, de références cachées, de petits trucs comme ça qui sont. Normalement, le bouquin, il est, comme je dis souvent, il peut être lu par le grand public, parce que ceux qui connaissent rien ni sur le cinéma, ni sur Tarantino, ou les jeunes de moins de 20 ans, ils peuvent découvrir des trucs, il faut qu'ils lisent l'histoire. Ensuite, il y a les fans de cinéma qui ont vu presque tous les films mais qui n'ont pas vu les films de Tarantino en entier. Il faut leur donner envie, donc il ne faut pas spoiler les histoires. Et Mmh. après, il y a les professionnels du cinéma, les critiques et les fans hardcore. Et pour eux, faut leur donner le petit truc en plus, la petite info qu'ils n'ont pas eu. Faut qu'ils apprennent deux, trois trucs quand ils lisent le bouquin. Et donc là, j'ai bossé pour que les trois publics puissent avoir ça. Et j'avais fait ça déjà sur le Scorsese. Et le but, c'est de faire tout un tas de petites références de cinéma, de trucs de geek et tout, qui sont invisibles pour plein de gens. Mmh. Mais le fan hardcore de cinéma, lui, il va voir ces trucs-là. Tout comme quand on va voir un film de Scorsese et qu'on se dit ah mais là il a fait une référence à Fellini. Pour le grand public, ces gens-là ils les voient pas ces références-là parce qu'ils n'ont pas vu les films de Fellini des années 60. Mais le fan le professionnel du cinéma, lui il le voit ce truc-là, donc il faut faire un bouquin de ciné pour tous ces publics. Et c'est super intéressant de mélanger tout ça en fait parce que j'ai vu que ça fonctionnait assez. Mon fils de 15 ans, il n'avait pas vu les Tarantino en fait. Donc je lui ai dit on les a tous à la maison, tu décides par lequel on commence en fait. Et il a regardé le bouquin, il a feuilleté, il s'est arrêté sur le poster de Kill Bill, à la manière de Modesty Blaise, et il a dit on commence par celui-là. Et on a regardé le premier Tarantino, c'était Kill Bill volume 1, et ça lui a plu. Et en fait, je savais que c'était ça qu'il fallait qu'il voie, mais je lui ai laissé le choix, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, c'est intéressant de voir que les éléments fonctionnent pour des publics différents, en fait. C'est ça que chacun trouve son. Ouais, Et ouais. pris la tête sur celui-là. Effectivement, c'est passionnant et c'est comme tu l'as dit et j'ai vu passer dans le chat. Effectivement, c'est accessible même si on connaît pas Tarantino. C'est ça Ouais, qui c'est est. ça. On peut découvrir ou perfectionner. C'est C'est ça. Et pour ceux qui sont fans comme moi, mais on va dire, je cherche pas forcément à aller suivre la vie des stars. C'est pas mon kiff non, ou non, de non. connaître les détails. Et j'aime le cinéma, j'aime faire l'analyse filmique et tout ça. Mais les à côté, c'est peut-être pas ce que je vais faire le plus. Et là, mais je me suis tellement régalé. Mais merci parce que je me suis demandé où tu as trouvé finalement toutes ces informations. Parce que tu parles des podcasts, mais tu as lu des bouquins en plus, tu as été un peu plus loin dans ta recherche? Je suis déjà fan de Tarantino, donc j'ai certains Ouais. bouquins à la maison que j'avais déjà lus. Donc je me suis dit, bah, je vais pas les relire parce que j'ai déjà vu. J'ai lu deux bouquins sur la vie, les débuts de Tarantino, celui de Jaime Bernhardt et le bouquin de Charine, qui raconte la vie de Tarantino. Et les bouquins, ils sont parus en 94 et en 96, Ouais. donc on est vraiment au tout début de sa carrière. C'est au moment où ils avaient encore accès à sa famille et des choses comme ça. Mhm. Et après, dans tous les autres bouquins que j'ai lus, c'était essentiellement des gros bouquins avec plein d'images et des choses comme ça, donc ils racontent pas grand-chose que je savais déjà, que je D'accord. savais pas déjà. Donc du coup, toutes les informations que je voulais mettre dans le bouquin, je voulais qu'elles sortent de la bouche de Tarantino, parce que maintenant,
Le problème sur Internet, c'est que t'as pas une semaine sans qu'il n'y a pas 150 000 breaking news sur Tarantino, alors qu'il y a plus de news sur Tarantino. Et même s'il annonce en signature, il y a la semaine dernière qu'il veut faire une série, personne s'y sait avec qui, sur quel sujet. On sait juste qu'il a fait 6 épisodes, qu'il les a écrits, et il n'y a aucun streaming ou télé Ouais. qui est annoncé. Donc quand tu lis le titre, ça y est, t'as lu tout l'article en fait. Ouais, il Donc y a rien, il y a pas de fond, quoi. voilà, il y a pas de fond. Et puis après, tous les trucs qui sont écrits, moi je sais quel sera son prochain film. Non, personne sait. Et à part lui. Donc je lis pas ces trucs-là. Je me concentre sur les trucs qui sortent de la bouche de Tarantino. Et c'est même les plus intéressants parce que quand il passe 2h40 chez Joe Rogan, il a dit énormément de choses qui n'étaient pas dites avant parce qu'il a le temps sur 2h40 de dire en longueur ce qu'il pense de Bruce Lee, par exemple. Mm. Et ça met normal. Et ces extraits-là sont censés, comment on appelle ça, être la base sur les pages de magazines que j'ai écrites. Où il raconte ce qu'il pense de Bruce Lee. Et ça, par exemple, les pitchs sont de Tarantino. Il a raconté dans un podcast qu'il voulait faire des bouquins sur Hans Landa, mais qu'il ne peut pas. Parce que Hans Landa, nazi détective, c'est pas possible. Il habite en Israël maintenant. Et puis, même lui pense qu'il pourra pas le faire. Parce qu'il sait que s'il le fait, il ira à fond. Et c'est quand même très très dur, sans les images, sans l'acteur, de faire aimer un personnage comme Hans Landa. Christopher Waltz a quand même crédibilisé le truc que Tarantino avait écrit. Et juste à l'écriture, c'est un peu compliqué d'avoir un personnage principal qui est un ancien nazi, qui s'appelle le chasseur de juifs et tout ça. Et même si après il va avoir d'autres gens qui vont être plus salopards que lui est quand même une ordure. Et même si c'est très jouissif à écrire, il Ouais. sait que c'est compliqué. Donc lui dit qu'il les a écrits, qu'il les a mis au coffre, et qu'il laissera son fils, il en avait qu'un à l'époque, faire ce qu'il veut avec. Mais lui écrit beaucoup de trucs en fait, plein de Ouais. trucs, et après il les empile et il se dit, il est comme Prince, il a pas de Ouais. problème de financier, donc il peut créer non-stop, les empiler et se dire, si un jour je me casse la main ou je deviens aveugle ou que je suis malade ou que j'ai besoin de sous, j'ai 10 ans de production possible. Il a des pièces de théâtre qui sont écrites. Il a écrit une série télé. C'est la série avec Leonardo DiCaprio, avec Rick Dalton. Et il y a 5 épisodes qui sont entièrement Ah, écrits. Ah Même ouais? s'il sait qu'il pourra jamais le faire, puisque Leonardo DiCaprio ne pourra pas jouer dans la série, puisqu'il sera jamais libre. Et puis personne à la télé pourra se payer Leonardo DiCaprio sur 5 épisodes d'une série de western. Mais lui les a écrits. Donc ouais, c'est comme ça. c'est c'est toute la richesse du gars, parce qu'on sent même qu'à ses débuts, comme tu le mentionnes dans la BD, euh, des fois il écrivait un truc, et puis malheureusement, ça arrivait par accident qu'il paume le machin, ou que le script ou le scénario, ou que ça soit détruit, ou Mhm. alors qu'il y ait des problèmes, ou alors des mésententes. Il pouvait réécrire le truc dans la foulée Ben et avoir quand limite bah, Hateful doublé Eight a été plusieurs fois. ouais c'est ça, quand Hateful Eight a été passé sur internet, il a fuité. Euh, Basiquement il a réécrit tout le troisième acte en fait. Et le film fait 3 heures et quelques, donc il a réécrit tout ce qui amène à la fin. Et quand si on se rappelle du film, c'est vraiment tu tires un fil quoi. Pour défaire le pull entièrement à la fin, faut tirer le fil pendant 3 heures. Donc ça veut dire que Ouais. si tu changes la fin, tu dois retricoter ton pull dès le début pour pouvoir le défaire. Et mais il a cet avantage d'être très productif et surtout, comme je disais, il n'a pas de problème d'argent. Du coup, il peut se permettre de passer 6 ans à écrire un film. Et c'est pour ça aussi que Inglourious Bastard est si bon, c'est que il a écrit toutes les versions. Il a une version de 14 heures, il a une version en série télé, il a 2 autres films même qu'il pourrait faire dessus. Il a pris que ce qu'il voulait et il se garde le temps et il relit le truc, il se le refait et il donne un matériel qui est d'une qualité qui est exceptionnelle.
Et quand on voit le film, Inglourious Bastard, on se dit, c'est quoi? C'est 12 séquences. 12 grosses séquences, en fait. Il y a des séquences qui durent 18 minutes. Et ça, si c'est pas de la maestria, les Oscars sont passés à côté, mais ils passent toujours à côté, donc on s'en fout. Mais Oui, ça. c'est leur marque de fabrique. Moi, j'ai fait une série d'illustrations. C'est les réalisateurs qui n'ont pas eu l'Oscar du meilleur réalisateur. Ah oui, Et ça, il y a et j'en ai 18 en fait. Ouais. Et j'ai Chaplin, Hitchcock, Hawks, Tarantino, Nolan, Fincher, enfin tu vois, tous les masters, tous les bons, ils sont dans cette série-là. Et il y a juste Scorsese qui l'a eu pour les infiltrés. Mais sinon, Ouais. tous les grands réalisateurs, ils sont tous passés à côté de l'Oscar du meilleur réalisateur. Ouais, et puis il l'a eu pour Les Infiltrés, qui est bon, on en pense Ouais, pas, mais Moi, j'aime beaucoup. qui est, Lui aime pas le film. moi j'aime beaucoup aussi. Je trouve que le film est exceptionnel. Pour moi, on dirait The Wire, mais réalisé par Martin Scorsese. Mm. Mais lui a tellement mal vécu le tournage et tout que il a même pas fait de promotion du film. Il a dit c'est bon, j'arrête. Il voulait même arrêter le cinéma en fait. ouais, c'est ce que tu expliques. Ouais, c'est ce que j'explique dans celui-là où c'est Leonardo qui l'a attrapé pour lui dire il faut qu'on fasse le Loup de Wall Street et lui a dit ok, mais à ma sauce, je fais comme je veux. Et les mecs ils ont fait ok. Il leur a dit je vous fais un Caligula moderne et il a obligé toute son équipe à mater Caligula pour leur dire il faut bien que vous soyez conscients de ce qu'on est en train de faire. Et comme c'était Raza qui était le producteur du film, ils lui ont donné des millions pour le faire et surtout ils leur ont laissé faire un film qui est démentiel. Donc Ah oui. moi le Loup Wall Street c'est un de mes films préférés Ah oui, et c'est énorme. Ça commence, il Ah est oui, en train de sniffer de la coke dans le cul d'une fille dès le début du film. Moi, j'y suis avec mon fils, il avait 14 ans, c'était plié. On s'est fait, ok, donc ça c'est bon, ça c'est fait, check, voilà. Ah non, non, c'était comme ça. Ah ouais, j'imagine, ça devait être. Par Et il moments, était ça mort de devait- rire. Il était mort de rire. Et il adore ce film. Ah bah le film est grandiose, hein. Le film est Ouais. grandiose. Alors, du coup, alors parce que du coup, tu fais plein de choses et Ouais, donc sur Quentin par Tarantino, tu as fait le Scorsese. A priori, il y a un troisième qui arrive sur ta trilogie donc du cinéma. tout à fait. Comment tu es arrivé finalement à vouloir travailler sur le cinéma en particulier et pourquoi que trois? Qu'est-ce qui, voilà. Bon, au cinéma, la trilogie, c'est assez mythique. Donc, il y a les trois parrains, les trois originaux de Star Wars, la trilogie du Seigneur des Anneaux, tout ça. Donc, la trilogie, c'est une référence en même temps, c'est une sorte de clin d'œil. Euh, et, euh, et je voulais commencer par le réalisateur que j'aime le plus au monde, c'est Scorsese, en me disant, je veux commencer par Scorsese, je veux faire le bouquin le plus gros que j'ai jamais fait sur Scorsese parce qu'il a 50 ans de carrière et que j'aime quasi tous ses films, donc je veux avoir de la place pour dire ce que je veux. Euh, et je savais que Tarantino serait après. Ok. Le troisième, on verra ce que ça va être. On n'est pas fixé encore, donc je peux pas en parler. Ah bon. Mais comment on appelle ça mais une fois j'aurai fait le troisième, euh, il y aura sûrement d'autres bouquins de ciné parce que ma liste est de personnes que j'ai envie sur qui j'ai envie de faire des bouquins est assez longue. Il faut juste trouver le juste milieu pour que ça intéresse les gens et en même temps qu'il y ait de la matière à raconter. Par exemple, il y a des gens des réalisateurs qui n'ont pas des vies super intéressantes en fait. Ouais. Et donc Tarantino, c'était la bonne limite. C'est que lui est un personnage, donc même s'il n'a pas une vie rock'n'roll, comme Martin Scorsese, euh, sa vie, il peut raconter la cuisson d'un œuf Tarantino et rendre ça intéressant. Donc sa vie de réalisateur normal, je vais dire,
raconté par Tarantino, ça peut devenir grandiose tout de suite. Donc je savais que j'avais matière. Pour Mm. d'autres réalisateurs ou réalisatrices, C'est faut plus trouver le compliqué. lien. Voilà, faut trouver le lien. Et surtout, je peux me mettre à la place de Scorsese, je peux me mettre à la place de Tarantino parce qu'il y a je ressens des liens, des affinités, des réflexions communes, des choses comme ça et tout. Sur d'autres réalisateurs, c'est plus compliqué. Donc, je sais pas si les autres réalisateurs seront aussi à la première personne, par exemple. Donc, D'accord. à chaque bouquin, faut retrouver le bon rythme. Euh, mais j'aimerais bien en faire plein. En fait, j'aimerais en faire jusqu'à ce que j'arrête de faire des bouquins, en fait. C'est jusqu'à ce Bah, qu'on vire, que je Non, mais meure ou que les gens n'en veulent plus. Moi, je continuerai à faire des bouquins de ciné. Je fais pour l'instant 2 bouquins par an et il y en a un des deux pour l'instant, c'est plié, c'est un bouquin de ciné. Et maintenant, je cherche le deuxième à chaque fois. Et là, c'est Nazi Killer pour l'année prochaine. ok. mais c'est vrai que le parcours de Tarantino est vraiment intéressant, hein, du fait de son enfance. Hein. Mhm. Il dit qu'il a vécu comme gosse. Déjà lui-même gamin passionné de cinéma parce que son beau-père l'emmène voir des films ou même lui il va tout seul. Oui, il regarde à la télé et tout. Oui. Euh, et puis du fait qu'il est pas forcément commencé comme d'autres par des écoles de cinéastes, qu'il ait bossé comme loueur de vidéos, des choses comme ça. Voilà, c'est vrai que son parcours est atypique, hein, pour un réalisateur comme ça qui est d'une autorité mondiale maintenant. Donc c'est vrai que tout ressort dans vraiment tout. Franchement, comme disait Kevin, hein, j'invite tout le monde à lire ce bouquin, à se le faire offrir ou à l'offrir à des passionnés de cinéma. Ouais, c'est vraiment Voilà, je bien. sais que, le public qui nous regarde, en général, ils sont comme nous, ils adorent le cinéma et la BD. Donc, franchement, si vous avez un beau cadeau à vous faire ou à faire Mm. et à offrir, celui-là, c'est peut-être pas mal. Vraiment. Surtout si vous aimez la filmographie de Tarantino. Euh, et puis aussi tout ce qui est, parce qu'on parle pas que des films qu'il a réalisés, hein, et on Oui. parle aussi des scénarios qu'il a fait, voilà, donc Ouais, bien sûr. des œuvres qu'il a mis en branle avec d'autres réalisateurs, des grands potes à lui, hein, Robert Rodriguez pour citer lui par exemple. Voilà, donc c'est vraiment, vous retrouvez tout compilé en 240 pages, vous retrouvez tout ce que vous aimez sur Tarantino. Voilà. Donc c'est franchement un grand kiff, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, ça m'incite encore plus à découvrir davantage ton travail, Méziane, parce que Kevin, du coup, lui, il a craqué pour le Scorsese, mais je pense que aussi qui aime bien la filmo de Scorsese, je pense que je vais pas tarder à succomber. Ce que Et j'ai puis, fait, c'est ce forcément, que bon, j'ai bah, fait sur mon Instagram, c'est j'avais préparé en mars de l'an dernier. J'ai fait un récap en fait de tous les bouquins que j'avais fait. Ah, Donc si on cool. va sur mon Instagram et qu'on descend et qu'on scrolle jusqu'en mars 2022, j'ai fait 21 posts sur lesquels je mets une dizaine d'images à chaque fois et ils sont numérotés de 1 à 21 dans l'ordre chronologique et du coup je présente les bouquins en images, je raconte pas de texte, je dis quasiment pas grand-chose, je dis deux trois conneries, un truc comme ça et tout, et ça présente l'intégralité de tous les bouquins et on voit que j'ai fait de la science-fiction, de l'humour, du Mhm. polar. J'ai fait un bouquin de Yakuza, j'ai fait la biographie de Mohamed Ali qui est derrière. Mhm. Donc voilà, il y a plein de bouquins complètement différents. Et avant d'arriver aux biographies, aux choses comme ça, euh, il y avait un bouquin sur la légalisation du cannabis, un bouquin d'humour qui s'appelait Devenir un vrai mâle, où en fait on a toutes les stars de The Expandables qui nous expliquent comment devenir un mec. Donc t'imagines les conseils de Chuck Norris ou de Steven Seagal. Euh, et on avait écrit ce truc-là avant qu'il fasse les Expandables en fait. Ah Donc ouais, on était mort, ouais, donc on était ah ouais, absolument excellent. mort de, ouais, on était vraiment dans le délire avec mon pote Choup, Christian Godin, on était vraiment dans le délire et Trouba, on était vraiment dans le délire film des années 80, film d'action, machin, et raconter les conneries là-dessus. Et en fait, l'éditeur voulait faire un bouquin de blagues sur les blagues de Chuck Norris, Ok. et on a piraté le projet. On en a fait une qu'on a mis dans le dossier pour se faire signer.
Et Ouais. après, on a fait un truc complètement délirant. On a fait comme un bouquin de Mad Magazine, en fait, comme un truc avec plein de parodies, des trucs, avec des guides, avec des tests, avec des trucs comme ça, des trucs dans tous les Ouais, sens. excellent. Et quand ils ont tellement aimé qu'on a fait qu'ils ont oublié leur bouquin mercantile de blagues de Chuck Norris et ils ont fait ce truc-là et c'était super marrant à faire. Donc du coup, à un moment, je faisais des bouquins pour d'humour en même temps que je faisais des bouquins sérieux. Et maintenant, avec Tarantino, je peux faire les deux parce que quand je fais des dessins à la Calvin et Hobbes, ça m'amuse parce que je retrouve cette espèce de dessin de cartoon que j'utilisais à un moment. Et après, de l'autre côté, je fais des bouquins historiques comme La vie d'Angela Davis, la vie de quand je fais Big Black Stand à Vatica. Voilà, tout ça, ça se retrouve dans un bouquin comme le Tarantino, en fait. J'ai été plus sérieux sur le Scorsese. J'ai fait des styles différents, mais je suis resté dans les styles sérieux comics. Alors que là, avec Tarantino, on peut aller jusqu'au cartoon, on peut aller vraiment parce qu'il est. Lui, il explique qu'il fait du stand-up, en fait. Ok. Que Paula Coel, elle avait dit que ce qu'il avait créé, c'était pas un nouveau genre de polar. Il avait créé un nouveau genre de comédie dramatique avec des gens qui mouraient pour de vrai. Hmm. Donc, et quand on mate un film de Tarantino, il y en a aucun dans lequel on n'est pas mort de rire à un moment ou à un autre. C'est Et les clair. dialogues sonnent comme du stand-up, sonnent comme des vannes en fait. Il y a vraiment la rythmique des mecs qui font pif paf poum pour faire leurs blagues quoi. Et tu t'enlèves rien, il n'y a pas de gras normalement. Tout est là pour chaque mot, chaque virgule, chaque intonation. C'est pour ça qu'un mec comme Samuel Jackson, il arrive et il sort les trucs parce il est comme Richard Pryor quoi, comme l'influence de Tarantino. Il met le curseur sur 11 tout de suite quoi. Donc le but, c'est de faire ça aussi dans les images et de faire des trucs avec plein de couleurs. Et, euh, et, et Tarantino nous surprend dans Kill Bill. On passe d'un chapitre à l'autre, on n'est pas dans le bon sens, on n'est pas dans l'ordre chronologique. Tout à coup, il y a de l'animation. Voilà. Le but, c'est de faire ça dans le bouquin aussi. C'est que dès qu'on va tourner la page, on se dit tiens, merde, Hmm. c'est quoi ça? Et donc voilà. Pour, Oui, pour revenir, pour ouais, revenir à ta création, je vais revenir à une question que Gaël a posée un peu plus tôt dans le chat. C'est de ton idée d'origine, dès qu'elle arrive dans ton cerveau, ouais. jusqu'à ce que tu le livres ton travail à l'éditeur, on va dire en général. Et puis bah, pour revenir à la limite pour des bouquins comme ça, comme Scorsese, Tarantino, et puis éventuellement le troisième, ça te prend combien de temps de l'idée germée jusqu'à le dépôt à ton éditeur en général? Le Scorsese, il fait 384 pages. Je l'ai fait en 9 mois. Ah ouais. Dès que l'éditeur était très enthousiaste, il a trouvé l'idée très bien et dès qu'on a signé, il y a, j'ai pas eu grand chose. Je lui ai dit, voilà, c'était très simple. J'ai dit, je veux faire une biographie de Martin Scorsese. Je veux que ça fasse 280 pages minimum. Et comme j'avais bossé avant, on avait fait 1984 et Miss Davis, et les deux s'étaient très très bien vendus. Il y a eu des traductions et tout à l'étranger. Donc du coup, on a dit OK, et ça a été très vite. Et et moi, l'avantage sur le Scorsese, c'est que tous les bouquins que j'avais à la maison sur Scorsese, je les avais tous lus déjà. Tous Ouais. les films, il y avait qu'un seul film de Scorsese, je pense lequel j'avais pas vu. Ah, j'avais tous vu en fait. Tous les Scorsese, je les avais vus. C'est Tarantino, je n'avais pas vu. Four Rooms, c'est le seul que j'avais pas vu avant de commencer le bouquin. Scorsese, j'avais tout vu. Donc c'est ça qui est un avantage, c'est que la période de préparation et de lecture, elle est quasiment minime sur un bouquin sur Scorsese parce que j'étais déjà un fan de Scorsese hardcore, je connaissais plein de trucs, j'adorais le gars, j'adorais sa filmographie, je m'en sers très souvent comme inspiration pour mon travail depuis des années. Donc ça, j'ai pu aller très très vite et faire des pages. Et comme j'avais la confiance de l'éditeur, quand j'ai dit à l'éditeur, on est à 70% de l'histoire, j'ai pas fini, et on est déjà 280 pages. Ils m'ont demandé combien ça faisait. Je leur ai dit 380. Ils m'ont dit OK, mais faut pas dépasser. Parce que maintenant, faut acheter le papier. Eh Et, oui. euh, et j'ai dit OK. Et du coup, ça a fait 384. Mais ça m'a permis de rien couper dans le Scorsese, par exemple.
Et même de prendre mon temps, de faire certaines pages silencieuses, de mettre beaucoup d'illustrations. Mais, mais moi, quand je travaille, je fais pas de croquis, par exemple. Ok, J'y vais direct. Je travaille à l'ordi, dans Photoshop. ok, J'écris mon scénario. Je sais exactement où je suis dans mon histoire et je fais les pages dans le désordre. Comme un réalisateur qui va tourner un jour à Madagascar, l'autre à Rio, mais dans sa tête, il sait que il a tourné un plan dans un sens et un plan dans l'autre, et que le contre-champ, il va le faire dans un autre pays à un autre moment, 6 mois plus tard. Et dans sa tête, il a l'image complète. Moi, j'ai ça en fait. Je sais d'accord. exactement où je suis dans mon bouquin. Je relis de temps en temps le scénar, mais pas souvent, parce que je connais mon scénar par cœur. Ouais. Donc du coup, je sais ce que je veux dire dans ma double page et je le fais. Ok. Et à la fin de la journée, normalement, ma double page doit être finie, quoi. Et Du coup, tu bosses combien d'heures par jour, tiens? c'est C'est variable. variable, c'est des- Et je dépasse l'heure de Cendrillon très souvent, ouais. Je me transforme en citrouille assez souvent, ouais. 3-4 fois sur Scorsese, je me suis endormi sur ma table, par exemple. Sur le Tarantino aussi, ouais. C'est où t'es à 1 heure du matin et au bout d'un moment, tu piques, tu fais, ah, ok, c'est l'heure de t'arrêter. Ouais, c'est typiquement le dessin, je sais plus qui l'avait dessiné, où tu vois un immeuble tard la nuit, et puis t'as qu'une seule fenêtre d'allumée, et puis bah, c'est le C'est dessinateur le qui est chez lui en train de dessinateur, c'est bosser, quoi. ça, c'est ça. Mais on peut pas se plaindre. C'est le métier qu'on a choisi. Moi, non seulement c'est le métier que j'ai choisi, mais en plus, je fais mes propres histoires. Je choisis mes sujets et je fais en ce moment. Je suis dans la bucket list en ce moment. Je suis dans la liste des trucs que je voulais faire depuis longtemps et je suis en train de le faire en ce moment. Donc, Cool. je compte pas mes heures. C'est Ouais. le bouquin Nazi Killer, c'est un truc que je voulais faire depuis 5-6 ans, un truc comme ça. Et j'attendais le bon éditeur et le bon moment et tout. Quand je l'ai proposé, pareil, ça a été assez rapide. Ils ont dit oui au rocher. Et moi, là, par contre, ça a été plus compliqué parce que là, j'avais une pile, mais comme ça. Comme ça, comme ça même, de bouquins à lire. Parce que, en plus, cette histoire du Ministry of Ungentlemanly Warfare, le SOE, donc le Special Operation Executive, c'est la partie secrète de la guerre. Donc les bouquins, ils ne sont arrivés que quand le Official Secret Act était à la fin de son fonctionnement. Du coup, c'est à partir des années 2000 que les historiens ont pu commencer à écrire des histoires et ont commencé à aller dans les archives pour pouvoir écrire les Ouais, bouquins. quand ça peut être déclassifié, quoi. C'est ça. Et en fait, il y a des classifications de 50 ans, 100 ans et 150 ans. Mhm. Donc la première déclassification de 50 ans, les mecs, à partir de 2007, il y a eu une pléthore de bouquins qui sont sortis, des trucs exceptionnels, où ils ont découvert des trucs qui étaient gigantesques, où les mecs avaient enfin le droit de parler. Et donc moi, j'ai dû non seulement lire ces bouquins-là, mais après faire le lien. Et quand j'utilise par exemple Christopher Lee comme narrateur dans mon livre, parce qu'il a été il a été un commando, il a été un Service, SAS, les services secrets, mais il a Ouais. jamais voulu raconter ses histoires. Du coup, quand j'ai lu sa biographie, il raconte ses années de guerre, mais il omet complètement toute la partie SAS. Ouais. Donc moi, je suis obligé d'essayer de voir à quel moment il était dans quel pays quand il le raconte, voir quelle est l'opération SAS qui était officiellement racontée sur la même période, et essayer de commencer à faire un espèce de diagramme pour me rendre compte que ils vont te mettre des petits bouts, et toi, tu dois essayer de redessiner ton éléphant, quoi. Et ils vont mettre des pistes parce qu'il y a plein de gens qui vont raconter des trucs, et moi, je dois relier tout ça, et en même temps raconter au public français qui est Churchill, parce que les gens en France, ils savent pas qui est Churchill pour de vrai, la vie extraordinaire qu'il a eue, Pas faux. et en faire le lien, et en même temps raconter des histoires que même certains fans d'histoire de la Seconde Guerre mondiale ne connaissent pas. Parce que Hmm. c'est un truc qui a été déclassifié il y a moins de 10 ans, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. celui-là a été vachement compliqué à faire, en fait. Mais j'espère Il que ça faudra, va. Oui. il faut que tu viennes nous le présenter quand il sort, qu'on puisse en Ah parler. ben, Dans la tête, je pense. tu sais où je suis maintenant, hein. Il n'y a pas de problème, hein, Déjà,
Tu m'invites, j'appuie Le, sur le le, bouton, je suis là. Ça marche. le pitch est génial. Et puis Ah le ouais. fait que tu nous fais une petite preview à la fin du bouquin sur Tarantino, donc qui a réalisé Inglourious Bastard, Ouais. dont on peut trouver éventuellement des points communs entre l'histoire vraie et l'histoire selon version Tarantino. C'est pas mal. Et puis c'est vrai que ça donne envie. Tu vois, rien que ça, tu te dis wow. Mais Surtout surtout, que ouais, vas-y, je t'en prie. ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai trouvé des vrais Inglourious Basterds dans les livres d'histoire, en fait. J'ai trouvé un truc qui s'appelle le SIG, le Special Interrogation Group. Donc, les mecs qui sont en Égypte, c'est des juifs palestiniens qui sont des gens qui ont fui l'Allemagne nazie, qui sont rentrés en Palestine à bord d'un bateau qu'ils ont affrété à Marseille, et les Britanniques ne voulaient pas les faire accoster à Tel Aviv. Donc les mecs, ils ont pris le moteur, ils ont pris le bateau, et ils ont enfoncé le bateau sur la plage de Tel Aviv, ils ont débarqué, les Britanniques ont mis tout le monde en prison, et 5 jours après, la guerre était déclarée. Donc les Britanniques ont sorti tout le monde de prison et ils ont dit qui veut rentrer dans l'armée. Les mecs ils ont fait nous on veut y aller. Les mecs ils sont rentrés dans l'armée, ils sont formés par des commandos. Et quand les SAS sont arrivés en Égypte et à se battre contre Rommel, machin tout ça et tout, il y a un mec qui son unité s'est fait attraper par des nazis. Il s'est échappé. Il a réussi à voler des uniformes nazis. Et il a réussi à traverser le désert jusque pour revenir de la Libye jusqu'en Égypte pendant 3 semaines. Et quand il est rentré dans le camp, il a dit j'ai une idée, faut qu'on se déguise en nazi pour infiltrer les lignes machin et faire sauter les bases avec les avions de Rommel et les trucs comme ça et tout. Et c'est ce qu'ont fait les Inglourious Basterds. Ils se déguisent en nazi pour aller les shooter et passer derrière les lignes ennemies. Donc en fait, ça existait pour de vrai. Et, euh, et, et cette histoire, elle est exceptionnelle. Normalement, toutes les histoires que je raconte, j'ai 5 chapitres dans le bouquin. Je pourrais faire un bouquin entier sur chacun des chapitres Ah ouais. tellement le truc il est exceptionnel, tellement c'est formidable. Moi, j'adore Garcenis en fait comme scénariste de comics. C'est un de mes scénaristes préférés. Il fait beaucoup d'histoires de guerre et euh, et j'ai voulu faire un truc à la Garcenis quoi. Techniquement, j'ai voulu. C'est un bouquin d'histoire. Tout est vrai, mais j'ai voulu donner un espèce de petit plus. Il y a un peu d'ironie, il y a des trucs, il y a des passages qui sont assez marrants aussi, et la façon dont c'est présenté. Euh, voilà, je voulais faire quelque chose qui soit proche des trucs que j'aime lire en fait. Ok. Donc c'est un livre d'histoire, mais qui est fait par un mec qui est pas un historien, mais qui a fait le boulot. Je vais le Ouais, voir. Bah, on te Et sent passionné en tout cas ah, déjà. mais Et je te dis, déjà, quand tu as la passion, déjà, ça te motive pour construire quelque chose déjà. mais ces bouquins-là que j'ai lus, ces bouquins d'histoire, c'est les histoires que j'ai lues qui sont les plus extraordinaires que j'ai lues de ma vie entière. Et tout est vrai. Le fait que le créateur de James Bond, Ian Fleming, a bossé dans l'intelligence navale et qu'il a quand même carrément créé un commando. C'est le 30e commando anglais. Et les mecs, ils ont fait et à un moment, ils ont embauché un casseur de coffres, un perceur de coffres pour aller derrière les lignes ennemies pour ouvrir les coffres des nazis, machin, tout ça et tout. Et je raconte l'histoire de ce mec-là dans mon bouquin. Ah, cool. Donc voilà. Donc je te dis, c'est des histoires qui sont extraordinaires et quand c'est 100% vrai, c'est encore plus intéressant, quoi. Bah, ouais, d'autant plus. Tu parlais de Christopher Lee tout à l'heure. C'est vrai que ce type-là pourrait être à la limite une œuvre à lui tout seul, parce que entre ce qu'il a vécu euh, dans la Seconde Guerre mondiale, les gens qu'il a croisés de son vivant, les gens qu'il a inspirés, les gens qui voulaient l'avoir dans ses films. Ah mais Rien que tout, lui, c'est sur son bouquin, moi j'ai lu sa bio, elle est extraordinaire. Ça fait partie des trucs si en fonction avec l'intérêt du public. Moi, c'est pas moi seulement qui décide. Moi, je Ouais. propose des bouquins, j'ai des idées, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. Il faut que le public soit intéressé. Et on est toujours en train de tester l'eau en ce moment pour voir oui. dans quelle Oui. direction on peut aller. Et
quand on commence par Scorsese et Tarantino, si ça marche bien, on va voir après si on peut aller vers des trucs un peu plus pointus et si on est encore suivi par le public. Oui. Euh, donc parce que des bouquins et des histoires extraordinaires à raconter, il y en a des kilos, des étagères entières, quoi. Mais faut arriver à pas en vendre deux, quoi. Faut Oui. arriver à trouver le Ouais, c'est lien ça. avec le public pour que quand même l'éditeur puisse quand même rembourser, quoi, les frais. Ouais. Donc faut faire Surtout à attention à l'heure ça, quoi. actuelle, oui. Ouais, c'est ça. Nous, on est un peu dans un truc un peu spécial en ce moment. Il y a un peu une surproduction, donc faut arriver à, si on veut pouvoir continuer, faut faire le Kenyan. Faut courir les 42 kilomètres. C'est pas Usain Bolt qu'il faut faire en ce moment. C'est le Ouais. marathon de Paris. Faut y aller lentement, mais sûrement. Ouais. Tu voulais rebondir sur quelque chose, JC, ou je lance deux, trois questions? Non, vas-y, Kevin, je t'en prie, ouais. Du coup, toi, personnellement, c'est quoi ton genre préféré? Est-ce que tu as un genre préféré déjà ou En bande dessinée, en film, en, est-ce que tu as un genre qui te vient comme ça? Si tu devais en choisir qu'un, quel est celui qui... moi, mon genre préféré, c'est le polar. C'est le polar. Ok? Voilà. Si c'est le polar hard-boiled, le polar noir, le néo-polar, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Ok. Moi, Sin City, ça a été un choc gigantesque dans ma vie, en bande dessinée. Euh, et euh, et j'ai fait un bouquin qui s'appelle Bagman, qui se passe dans la mafia, donc les histoires de mafieux, les histoires un peu à la Man on Fire de Tony Scott. Voilà, c'est des choses comme ça qui me plaisent à fond de faire. Et c'est parce que j'ai fait Bagman, parce que j'ai fait ce bouquin, que j'ai pu. C'est le bouquin au milieu de ma carrière qui m'a permis d'aller vers des trucs plus sérieux en fait, parce que je faisais à moitié des bouquins sérieux et à moitié des bouquins d'humour, et les gens n'arrivaient pas plus ou moins à caler, à savoir ce que je faisais pour de vrai. Et quand j'ai fait Bagman, après je me suis dit voilà, je veux faire ça, et du coup ça m'a permis de faire de ça, et je voulais faire des polars différents, donc je voulais faire un polar à la The Wired. J'ai fait le bouquin qui s'appelait Légal sur la légalisation du cannabis, et j'ai fait un bouquin qui s'appelle Clan sur c'est une version de Zatoichi moderne en fait. D'accord. Dans, dans Kill Bill, il y a Hattori Hanzo Mhm. et Tarantino explique que Hattori Hanzo, c'est un mec qui vient d'une série Shadow Warrior, machin, toujours avec Sonny Chiba, et que dans chaque épisode, d'après ce que j'ai compris, il y a un Hattori Hanzo d'une différente période, donc un, 2, 3, 4. Et que lui, il a fait Hattori Hanzo centième génération. Et moi, j'ai voulu faire ça sur Zatoichi. J'ai voulu faire Zatoichi moderne, Zatoichi 200 ans plus tard. Donc c'est un mélange de films de Kitano avec Zatoichi. Et j'avais écrit ça avant que Kitano ait fait son film Ah Zatoichi, ouais? le dernier, le 26e. D'accord. Normalement, le clan, ça devait être mon premier bouquin, ça devait être mon réservoir dogs à moi, en fait. Mais ça l'a pas été parce que le bouquin a été écrit en 2001 et j'ai trouvé un éditeur seulement en 2013. Donc, Ok. je suis assez patient comme gars. Mais, mais tenace. Faut que je vois. Mais donc voilà, donc j'aimerais faire des polars, je vais en refaire. Je suis en train de chercher un éditeur pour Bagman aux États-Unis en ce moment, et je vais sûrement faire d'autres polars, tout en faisant parallèlement les trucs de ciné, les trucs d'histoire. Il y a plein de choses différentes qui me plaisent. Donc le but c'est de continuer ce que je fais en ce moment aux éditions du Rocher parce qu'il y a une relation privilégiée, donc du coup j'en profite et ça se passe très bien des deux côtés, donc du coup on est content et puis après d'être surpris et de faire des bouquins qui sont originaux. Quand je travaille avec Sybille de la Croix, ma scénariste, elle me ramène des histoires que moi je suis incapable d'écrire, donc du coup je fais des bouquins que j'aurais jamais fait, par exemple. Mm. Donc quand elle me dit on va faire un bouquin sur les gueules cassées, et à l'intérieur sur les trois personnages principaux, il y en a un, il va y avoir une histoire d'amour. On va faire une histoire d'amour sur un mec qui a une gueule cassée.
Et je fais, ok, j'ai confiance, donc on y va. Et quand je fais le bouquin, quand j'ai fini le bouquin, c'est l'un de mes bouquins préférés. Donc voilà, c'est l'avantage d'être curieux. Et même si c'est moi qui va faire le lien entre tous ces bouquins, je vais switcher de style, plus ou moins cartoon, plus ou moins sérieux, plus ou moins avant-gardiste, et pour que chaque bouquin ait une identité propre, en fait, un style propre. Mais finalement, quand je les regarde les uns à la suite des autres, ça reste des bouquins à moi, quoi. Mais c'est vrai que ça part sur un éventail qui est très large. Ok. Ben, merci, cool. T'as une autre question, Kevin, ou Vas-y, non? j'y sais. J'en ai d'autres, mais vas-y. Euh, Justement, on parle de collaboration, donc du coup, ta collaboration avec les éditeurs. Ouais, Pour revenir à Tarantino, c'est malgré qu'il écrivait des trucs tout seul, il aimait bien collaborer. Là, ouais, tout à l'heure, tu as parlé de Tony Scott, qu'on voit ouais, ici, là, ouais, pour, qui a réalisé True Romance. oui. Est-ce que toi, du coup, tu préfères éventuellement dans l'écriture et le graphisme, tu préfères travailler tout seul ou ça te dérange pas éventuellement toi d'écrire, qu'une autre personne dessine ou inversement? Ben, Et j'ai fait 6 bouquins avec Sybille de la Croix. On a fait Miss Davis, on a fait ouais, l'atelier des gueules cassées, on a fait le premier bouquin sur lequel on a travaillé ensemble, c'était Mohamed Ali. ouais, Donc on a travaillé ensemble 6 fois. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis avec Jared Redmouth. Euh, on a fait Big Black, Stand Vatica, et on a plein de projets ensemble. Il y a plein de trucs qu'on a envie de faire. Donc il faut qu'on trouve l'éditeur qui va coller et qui va dire oui, en fait, qui va dire banco. Et c'est les 2 scénaristes avec qui j'ai envie de travailler parce qu'au niveau humain, ça se passe bien, en fait. J'adore travailler avec eux, ils sont super. Ils me laissent faire ce que je veux. Il y a beaucoup de scénaristes qui ont la main sur leur script et qui sont amoureux de leurs mots et, mais qui ne savent pas dessiner. Donc, de temps en temps, ils comprennent pas, en fait, que l'aspect visuel doit prendre la main et, euh, et, et qu'il manque des cases dans leur narration pour que le truc soit fluide. Et par exemple, moi, je recevais, une fois, j'ai reçu un scénario et c'était il se lève, il s'est levé les dents, il se lave les dents et il sort. J'ai dit, mais non, c'est pas Ah ouais. possible. C'est en bande dessinée, un verbe, c'est une case. Mm. Une action, c'est une case. Il peut pas se lever, se laver les dents et sortir dans la même case. C'est pas possible. T'as un point, une virgule quelque part. Moi, j'ai 3 cases pour faire ça. Je n'en ai pas une. Et si après, il y a encore 7 cases à 8 cases dans la même page, je peux pas travailler avec cette personne parce que c'est pas possible. Le truc, il est pas calé. Il y aura beaucoup trop d'écriture. Mais le truc le plus agréable, c'est de travailler sur son scénario soi-même parce que on, dans un premier temps, tu fais des choses que tu n'as jamais fait avant. Donc tu prends le risque de, quand j'ai écrit Clan, j'allais dessiner Tokyo moderne avec des rues de Tokyo et quand je devais dessiner Las Vegas pour Bagman, je savais pas comment j'allais faire ça. Mais j'ai écrit Las Vegas Casino. Et je savais que j'avais des rues de Las Vegas et même si après ça se passait dans le désert à côté de Tijuana, la moitié du bouquin au début se passait à Las Vegas et je devais dessiner Las Vegas. Et ben, je l'ai écrit et je me suis dit, je vais me débrouiller. Et j'ai trouvé, après, quand j'ai fait Tokyo, c'était pareil. Je savais pas comment j'allais dessiner Tokyo. J'ai plein de photos parce que j'y suis allé une fois, Mm. mais je savais pas comment j'allais reproduire ça en dessin. Du coup, j'ai visé beaucoup plus haut que ce que j'étais capable de faire. Et ben, j'ai appris à aller plus haut en faisant ça. Et par contre, à tous les moments du script où ça fonctionne pas, tu coupes, t'améliores et tu changes et tu agrandis. Et du coup, c'est la main que tu peux avoir quand c'est toi qui conduis, en fait. Tu sais que tu es Ok. perdu dans la forêt, mais tu te rappelles quand même du chemin pour rentrer à la maison. Tu dis c'est à côté de cette putain de grange, où est-ce qu'elle est, et tu la cherches pendant 1 heure et tu la trouves et tu fais elle est là, c'est bon. Et tu passes à travers le champ et tu as trouvé la grange, tu dis c'est à droite à partir de là, et voilà. Et t'espères que personne n'a vu les traces que tu as fait dans le champ. Donc c'est des plaisirs différents. Quand on te file un script nickel comme celui de Big Black à Attica, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai lu. On m'a envoyé un mail, on m'a dit je fais un truc qui se passe dans une prison,
il va y avoir une émeute dans la prison, il va y avoir falloir dessiner plus de 1000 personnes, machin, tout ça et tout. Je fais, non, tu peux pas dessiner ça, t'es fou, tu peux pas demander ça à un dessinateur. Même Frank Miller, quand il a dessiné 300, il a jamais dessiné 300 mecs sur la feuille. Je les ai comptés à un maximum, il y en a 28 à un moment. Tu vois, donc dans Aliens, qu'on appelle ça, dans Aliens, ce que Cameron disait, ils ont 7 costumes d'aliens, pas plus. Le reste, c'est la magie du cinéma, les couloirs, les perspectives forcées, les trucs comme ça et tout. Ils en ont jamais plus de 7 à l'écran. Donc, le mec, il me demande de dessiner 1000 personnes, quoi. J'ai fait, ok, je vais lire l'histoire. Je lis l'histoire, je fais, ok, c'est exceptionnel ce truc. Et du coup, je l'ai fait et j'ai trouvé le moyen de faire des foules gigantesques dans la cour, de faire l'émeute de prison, des trucs comme ça et tout. Ok. Et quand j'ai 2 scénaristes comme ça, j'ai pas envie de bosser avec d'autres gens. En fait, j'ai déjà 2 perles, quoi. J'ai déjà 2 pur sang sur lesquels j'ai envie d'aller, de m'amuser, d'aller vite avec eux. Et le troisième, c'est moi. J'ai plein d'histoires que je veux raconter, que je veux écrire tout seul. Donc, du coup, ça me permet, j'ai 3 possibilités maintenant. Et quand j'ai voulu travailler avec d'autres personnes, ils ont pas dit oui, en fait, à l'époque. Quand j'ai visé que j'ai essayé de rencontrer des gens, ils n'ont pas dit oui. Donc après, j'ai fait, bon, maintenant, c'est bon. Maintenant, je me débrouille, quoi. Ouais, maintenant, Tu fais ce que tu veux. ouais, t'as ton truc à toi, quoi. Bah oui, mais du coup, maintenant, quand on me demande, je vais, bah non. Maintenant, c'est moi qui dis non. Maintenant, c'est bon, j'ai ce que je veux. J'ai 2 scénaristes avec qui je peux faire des trucs super. Le troisième, c'est moi. On Ouais, est c'est beaucoup, je déjà crois, bien, déjà. Ouais, bien on est riche. déjà 3, voilà, c'est ça. Il Je y peux a en déjà faire de que quoi 2 faire. par an, voilà. Donc non, non. Maintenant, Donc, je reste sur ça. du coup, tu as bossé pour des éditeurs américains. Ouais, Donc, ils sont venus, qui ont été édités en France chez nous. ouais, Ça y est, je remets le comics qui a été indé de chez Panini. Ça y est, je le remets. ouais. Je l'ai pas lu, mais je le remets, effectivement. Est-ce que, inversement, du coup, est-ce que ce genre de travaux, la trilogie ciné, pourrait éventuellement faire l'inverse, Bah, c'est le cas. partir de France pour faire des comics? On a 6 traductions pour le Tarantino et il y a une Ouais. traduction anglaise. Ah ouais, c'est cool. Top. Donc, voilà. Donc, qui sera annoncé l'année prochaine. Donc, Ah, c'est cool. je les laisse faire le boulot. Et donc, par contre, j'ai pas tout, j'ai pas les dernières nouvelles sur le Scorsese, mais le Tarantino, lui, a bien fonctionné au niveau des traductions assez vite, en fait. Ouais. Et, euh, et le but, c'est de faire ça, c'est que j'ai des bouquins qui sont, j'ai un bouquin qui a été créé aux États-Unis, qui est traduit en France. Une partie de mes bouquins ont été traduits aux États-Unis, et le but maintenant, c'est de faire les deux. Et l'avantage, c'est que comme j'ai un style très comics, comme je dis, mon Ouais. influence c'est Bill Sienkiewicz, Frank Miller. Quand j'arrive aux États-Unis, ils sont pas surpris, ils se disent ouais, c'est pas c'est quoi ce malade, pourquoi il Ouais. fait ça, pourquoi il change de style tout à coup. J'ai mis Bill Sienkiewicz et Frank Miller dans ma bio pour que les gens ils se disent voilà, cherchez pas les références, elles sont là, je vous les mets. Ouais. Voilà. À la fin du bouquin, je les mets les références. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher et de me dire, il y a du Tardy chez toi. Non, il n'y a pas de Tardy. J'adore Tardy. Mais moi, c'est John Paul Léon, le mec que j'aime. C'est Darwin Cook. Ouais. Tardy m'a pas inspiré. J'aime lire du Tardy, mais Ouais. c'est pas lui qui m'aide à dessiner. Mhm. Darwin Cook, c'est mon ADN. Mhm. Ça, Ouais. j'aime, par contre. Oui, tu cites d'ailleurs, tu as une page de remerciements où tu as une multitude de noms Ouais, et, Ouais. ouais, bah, vers la fin du bouquin d'ailleurs. ouais. Voilà, donc Ouais, j'ai fait un faux générique, Darwin quoi. Cook, Ouais. il figure avec voilà, John Paul Leon, Billy Sienkiewicz dans les 4 premiers, Frank Miller dans les. Voilà. Oui, mais parce que Effectivement, voilà. c'est les plus importants, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'affinités avec Darwin Cook, c'est qu'on a eu un chemin commun, c'est-à-dire qu'il a été directeur artistique de magazine musical, et moi aussi. Donc, Ouais. quand il fait, par exemple, il a fait un comics, il y avait un comics chez aux États-Unis, chez DC qui s'appelait Solo, c'était 48 Oui. pages. C'était Mhm. Marc Chiarello qui était l'éditeur de ce truc-là. Il prenait un auteur, plusieurs histoires courtes. Le Mhm. seul truc qui était obligé, c'est qu'une des histoires courtes doit avoir un personnage de DC, et après le reste, il faisait ce qu'il voulait. Et donc il y avait Corben, il y avait Tim Sale, il y avait Burnett, il y avait des mecs comme ça. Et il y en a un, il y a Paul Pop, et le meilleur, c'est celui de Darwin Cook, parce que Darwin Cook,
il sait faire un magazine en fait. Donc il a fait ses 48 pages comme si c'était un Ouais. magazine. Et il y a la montée, les pubs, il y a des pages de jeu, il y a un puzzle, il y a il a trouvé le rythme parfait pour son truc. Et moi, je sais faire ça parce que je l'ai fait dans la presse musicale de rap en fait quand j'étais directeur artistique de l'affiche. Et je fais la même chose dans mes livres. Je mets en page mes livres, c'est moi qui fais le design de tous les bouquins, c'est moi qui crée les Ouais. logos, des trucs comme ça et tout. Donc du coup, je sais que comment faire en sorte de faire monter les trucs, de faire patienter, de stopper les gens au bon moment pour qu'ils restent plus longtemps sur les pages, et après de faire la fin, et dès que c'est fini, de les laisser, de leur donner un petit truc avant de partir, et voilà. Et Darwin Cook, il fait ça dans ses bouquins. Et il est très attentif à l'aspect graphique. Quand il a fait la série des Parker, le Ouais. design était sublime. C'était un bouquin qui aurait pu paraître dans les années 60 parfaitement, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur Big Black à Attica. J'ai fait un bouquin des années 70 Mm. Ok. où je m'inspire de comics des années 70 et du style de l'époque. Tip top. Ouais, de très bonnes inspirations, je peux pas dire le contraire, parce que Darwin Cook est un de mes chouchous, donc C'est clair. je peux pas renier je peux pas le renier. Je peux pas dire non, c'est pas bien, Ouais. j'aime pas. Ouais. Darwin Cook, c'est le jour où il nous a quittés, malheureusement, j'étais vraiment désespéré. Ah ben moi, j'ai mis une Pas semaine à possible. m'en remettre. Ah ouais, ouais, Franchement, c'était un choc. C'est jamais rencontré, jamais parlé, machin, mais c'était compliqué. Il y a des gens, comme dit Desproges, quand Tino Rossi est mort, j'ai repris 2 fois des moules. Quand Desproges est mort, j'ai pleuré, quoi. Donc voilà. Donc il y a des gens, c'est dommage qu'un humain disparaisse. Il y a des gens, tu te dis merde. C'est, ouais, ouais, c'est clair. Surtout quoi, ça avait l'air d'être le super bon gars, euh, moi très j'étais, sympathique, bon oui, puis même vivant, et bon puis vivant et en même temps qu'il était blacklisté chez DC parce qu'il avait envoyé un verre à la gueule de l'éditeur parce qu'ils étaient fâchés chez Marvel, je veux dire. Donc ah il oui, avait, Marvel. ouais, chez Marvel, donc il avait son petit caractère quand même. Mais quand il raconte des trucs sur quand il est en dédicace dans un salon et qui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que le comic soit mieux, ben arrêter de filer du matériel juste pour on appelle ça les puceaux de 45 ans qui lisent du comics. Qui ok, c'est un peu violent, mais t'as raison, c'est ça. Il y a un moment, il dit le jour où vous ferez en sorte que les comics vont enfin redevenir pour adultes et pour enfants, Ouais, ouais. je serai là pour en refaire. Et quand c'est le mec qui a fait New Frontier qui dit ça, tu peux dire, Mhm. ok, tu vois, voilà, il a fait lui ce qu'il disait. Il a fait un truc pour adultes et pour enfants. Ouais. Donc, Bah, c'était tout son style, c'était de d'avoir un trait cartoony, mais de donner des thèmes assez durs, hein, assez noirs dans son écriture, et mais qui comme, fait pas forcément l'approbation de tout le monde, mais quand tu lis son Before Watchmen, Minutemen, c'est ça exactement, j'allais dire ça. C'est l'un des trucs les plus hardcore que j'ai lu chez c'est DC. c'est assez glauque, hein, on va dire. Ah, mais c'est Voilà. plus glauque, c'est hardcore. Il est pour moi, je sais que c'est choquant ce que je veux dire, mais pour moi, ce truc, il est dans le canon avec Watchmen, en fait. Mm. Le truc Mais est, pour moi moi, il j'adore, est donc je peux tellement bon pas te- que c'est le seul que je considère before Watchmen. C'est-à-dire c'est le seul qui peut fonctionner, tout fonctionne nickel, tu peux le mettre avant, tu peux le lire avant Watchmen et ça marche. Il a, il a critiqué l'époque, il a fait des références culturelles, il a été très très loin dans les violences et les choses comme ça et tout, psychologiques, et dans le côté polar et les trucs comme ça et tout. Il a remanié le truc, il parle de sexualité, de plein de choses différentes. Il a fait exactement la même chose que Alan Moore a fait avec Watchmen. Mm. Et, euh, et c'est ce qu'a fait Lindelof pour la série télé sur HBO, qui est aussi, pour moi, exceptionnel. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, mais moi, je trouvais ça exceptionnel. C'est Ah les oui. deux trucs c'est les deux seuls trucs
qui malheureusement, même si je suis du côté de Moore, de dire il faut pas toucher, il faut pas faire des trucs après, machin, tout ça et tout, il y a une série télé sur HBO qui est exceptionnelle, le truc de Darwin Cook. D'ailleurs, quand ils ont annoncé Before Watchmen, je voulais rien lire. Je me dis, je l'achèterai pas, je regarderai pas. Ils ont dit, c'est Darwin Cook qui va le faire, il va écrire et dessiner un truc, et il y a Brian Azzarello qui va écrire un truc. Deux trucs, je fais. Ah, les bâtards. Bon, je vais regarder. Je vais regarder. Ok, je vais jeter un coup d'œil. Oui, il y avait un bon casting. Dès que j'ai lu, comment on appelle ça, le truc de Darwin Cook, j'ai fait, ok, au moins celui-là, c'est bon, j'ai feuilleté les autres, j'ai pas aimé, mais celui-là, je le relis souvent, hein, celui-là. Il est exceptionnel. C'est, Ouais, ouais, totalement d'accord. C'est dans les tous les Before, c'est le numéro 1. Mais moi, j'ai les deux Martini éditions qui sont sur mon canapé dans mon bureau, ils sont en façade, je les lis, très souvent, et, c'est mortel ce qu'il fait. Je sais pas. Il y a un truc, il y a une simplicité et en même temps, il arrive à donner, qu'on appelle ça, une impression de réalisme et en même temps de simplification. Et les histoires sont super surtout. Les histoires de Westlake, de Stark sont incroyables. Mm. T'as des moments qui sont Ah ouais, ouais. Quand ça, il y a sa femme qui meurt d'overdose de machin et tout, il la prend, il l'amène dans le Ouais. parc et il lui taillade le visage parce qu'il se dit ils vont mettre 3 jours avant de savoir qui c'est, ça sera 3 jours pendant lesquels je pourrais me planquer et j'aurai 3 jours d'avance. Il fait ok, Ouais. ok d'accord, c'était du polar quoi. Donc Ouais, c'est ouais. ouais, Parker, ouais, à lire. Il est ressorti en intégrale il y a quelques années chez Dargo. Moi, je les ai en souple, sorti en solo là. Bah pareil, j'étais chez Dargo. Ouais. ouais. Voilà, c'est du polar. Voilà, c'est typiquement l'ambiance années 50, années Mm. 60. C'est du Darwin Cook pur jus. Enfin, C'est sûr. qui adapte Richard, mais voilà, on retrouve. Ah ben pour lui c'était le bouquin qu'il voulait faire depuis des années et d'ailleurs il avait un polar qu'il avait mis entre parenthèses pour faire Before Watchmen et le bouquin qu'il a fait Children of Twilight je crois avec Gilbert Hernandez et normalement il devait après repartir chez Image pour faire son polar Revengeance et malheureusement il est mort. Donc on a juste une couverture et une page, un truc comme ça, d'un projet et j'imagine un projet qui est écrit par Darwin Cook, dessiné par Darwin Cook, après avoir fait Cat Parker, qui s'appelle Revengeance. Ça devait être pas mal, quoi. Donc, mais c'est la vie. C'est comme Malheureusement. ça. Malheureusement. Cancer is a bitch. Mm, mm. Du coup, pour revenir à ton bouquin à toi, Ouais. on va peut-être il y avait une question qui nous taraudait, qui est une question, quel est ton Tarantino préféré? Quel est ton film de Tarantino préféré? Ça a évalué au fur et à mesure des années. Pour l'instant, pendant des années, c'était entre Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Ouais. Maintenant, ça oscille entre Django et Inglourious Bastard. Ok. Et je pense que celui qui me plaît le plus pour l'instant, c'est Django. Ouais. Ah oui. Mais celui que j'ai le plus de plaisir à regarder et celui que j'ai regardé le plus souvent, c'est Kill Bill. 1 et 2. Alors, donc tout le monde connaît ici forcément les films de Tarantino, je pense. Ok, Bill, hein, c'est tous des masterclass. Hein. Ouais. Ouais, non, Ouais, c'est vrai que c'est trop. Du coup, au contraire, celui que tu mettrais plutôt en bas de l'échelle, en bas de ta liste? Boulevard de la Mort, Death Proof, je l'ai moyennement aimé quand il est sorti au cinéma. Je trouve ça intéressant, mais par exemple, j'ai préféré le Planète Terror de Rodriguez. Ah ouais. Je trouvais qu'il a mieux cerné le côté Greenhouse. Rodriguez, il respire le Greenhouse, il fait du Greenhouse, il fait que ça. Tarantino, il a voulu travailler aussi vite que Rodriguez. Du coup, il n'a pas eu l'année de polish sur son scénar comme il fait d'habitude. Rodriguez, en 3 mois, il avait écrit son scénar, c'était fini. Et ben, il fallait qu'il tourne en même temps que Tarantino. Donc, Tarantino, il a dû écrire son scénar en même temps que Rodriguez, en fait.
Donc, et il a fait un bon mauvais film. Il a fait un film à la Corman, parfait, un vrai film des années 70, qui est nickel, qui est super ambitieux, ça va vite, les cascades sont exceptionnelles. Comme il a dit, ils avaient 3 voitures, ils en ont cassé 2, mais Zoé Bell, sur la voiture, il faisait du 90 km/h, hein, ils ont pas déconné. Si la voiture se retournait, il tuait l'actrice, il tuait tout le monde, le film était fini. Et elle en avait rien à foutre. Elle avait pas de harnais, de machin, rien du tout. Et il y a eu 2 voitures qui se sont retournées et qui ont eu des accidents. Pas quand elle était dessus. Mais ils ont pété 2 voitures quand même. Ouais. Donc, quand on va à 90 km/h, c'est quand même space, Ouais. quoi. Enfin, c'est, et, D'ailleurs, c'est une, ouais, c'est vas-y. une chose qu'il avait pas forcément refroidi par rapport tu en parles d'ailleurs tu parles Oui, aussi des choses l'accident qu'il avec cache dans Uma le Thurman, bouquin. ouais. Voilà, ouais. Ça l'avait pas refroidi d'ailleurs, cette histoire-là par Bah, rapport au tournage de. non, parce que cette fois-ci, c'était une cascadeuse qui faisait son vrai boulot. Donc, Ouais. ils ont évidemment fait super attention. J'imagine que quand tu fais des espèces de cascades, de trucs comme ça, tu cleans la route au maximum. Tu passes plusieurs fois avec une voiture balai pour nettoyer les gravats, les machins comme ça et tout. Tu vérifies les voitures, tu fais super attention, quoi. Mais t'es jamais à l'abri d'un accident et c'était leur hantise évidemment, mais ils voulaient faire un film des années 70 où il n'y avait pas d'écran vert, quoi. Comme Ouais. quand ils ont fait Rollerball, quand ils ont tourné le film, les mecs ils ont joué au Rollerball pour de vrai pendant 4 mois. Mm. Donc Très bon film d'ailleurs. ouais, donc il y a pas c'est une époque dans les 70 où quand tu voulais faire un truc hardcore, tu faisais un truc hardcore. C'est quand on voit les films muets où il y avait les mecs qui tombent d'un escalier, machin tout ça et tout, ils tombent d'un escalier, quoi. Il y a pas de câble, il y a pas de fil, il y a pas de truc comme ça. Quand t'as une espèce de devanture d'immeuble comme ça qui se pète la gueule sur Buster Keaton, le truc il pèse 1 tonne et il lui tombe dessus et ils ont mesuré le truc et tout. Mais s'il y a n'importe quoi, si lui a mal calé son truc, il a mal fait, il a mal calé sa préparation, il a 1 tonne qui lui tombe sur la gueule et il doit passer par la fenêtre. Ouais. S'il y a une erreur, il est aplati. Quand ils faisaient des cascades en voiture et tout, les voitures, elles allaient quand même vite et ils faisaient des trucs qui étaient exceptionnels. Et quand t'avais les voitures qui se croisaient, les voitures, elles se croisaient pour de vrai, quoi. Et ils C'est étaient sur les vrai. voitures. Donc lui a voulu reprendre ça. Il a voulu refaire ces trucs-là. Et mais les dialogues sont trop longs. Je suis pas super intéressé par les personnages qu'on voit plus en plus, les jeunes qui sont dans le bar. Mm. Euh, et lui disait même qu'il a voulu tester il a voulu endormir le spectateur au maximum pour que dès que l'accident arrive, dès que le premier accident arrive, avec la voiture qui percute, que tout le monde soit choqué et après que tout le monde soit accroché à son siège. Mais comme il a voulu nous endormir, c'est pas ce qu'il fait d'habitude en fait. Ouais. Donc voilà. Ok. Et toi, Kevin, du coup, ton listing, ton peur, c'était ton dernier. Alors moi c'est vrai que ça aussi on va être en fonction des périodes, mais si je devais en garder qu'un, je pense que je prendrais la Matrice originale parce qu'il a tout son cinéma dedans et déjà en germe quelque part dans Reservoir Dogs. Donc voilà, si vraiment on dit t'en choisis qu'un, c'est lui. Et celui que j'aime le moins, c'est Hateful Eight, que je trouve qu'il n'est finalement qu'une redite de Reservoir Dogs, en plus long et en plus chiant. Mais voilà, ça, c'est que mon point de vue pour le coup. Et toi, JC? Ah, moi, j'ai du mal à détrôner Pulp Fiction. Ouais. Ouais. Je l'ai pas vu au cinéma parce que j'étais peut-être. Ouais, je dois avoir 12-13 ans quand il est sorti, donc j'étais peut-être un peu trop jeune pour le voir. Donc je l'ai vu peut-être quand j'avais 14-15 ans, en VHS, je crois. Et ça m'avait foutu une claque. J'avais dû voir, je sais plus si c'est avant ou après, j'avais dû voir Reservoir Dogs. Je crois que j'avais dû voir Reservoir Dogs après. Donc moi, j'arrive pas à le détrôner. Je m'en lasse jamais. En même temps. J'adore.
le casting, les histoires, le fait qu'il n'y ait pas de chronologie, les films à sketch, je trouvais ça vachement. Voilà. Et puis on va dire, peut-être parce que c'est le dernier que j'ai vu et que pour moi c'est un bon film, mais c'est pas forcément un bon Tarantino, je dirais Once Upon a Time in Hollywood. Ah ouais. Très bon casting, mais je sais pas. Peut-être que si je le revois, Faut le je sais revoir en pas. fait. Je, C'est Ouais. c'est- c'est voilà. vraiment le J'ai genre de dit, film je sais qui ouais. mérite plusieurs visionnages. Ouais, je l'ai vu qu'une fois. Mm. Et à l'époque, je sais que j'avais pas forcément été enthousiasmé par mon premier visionnage Inglourious Bastard. Ah ouais. Par rapport à la fin, voilà, à la fin, je trouve, oh, bah, putain, mais voilà, pourquoi ça se passe comme ça, voilà. Et au final, au fur et à mesure de le voir et de le revoir, et ben, j'aime bien Inglourious Bastard, j'adore. Ah Au oui, il est final, vraiment. c'était le fait de le prendre peut-être trop premier degré la fin, alors qu'au Ah oui. final, c'est génial. Voilà, donc peut-être que Once Upon a Time in Hollywood, si je le vois plusieurs fois, peut-être que je Il le faut relaisserai. le voir parce que quand tu mates le film la première fois, tu sais qu'avec Tarantino, tout est possible. Donc quand ils Oui. vont dans le Spawn Ranch, quand t'as Cliff Booth qui va dans le Spawn Ranch et qui marche vers la maison comme ça, et t'as les hippies qui le regardent et ils rentrent dans la Ouais. maison et tu sais pas ce qui va se passer. Et tu dis, ah, il Non, peut non, non, tout ouais. arriver. Ah bah oui, Et il le ouais, fait tu te deux dis, fois ce truc-là. Il le fait au début et il ouais. le fait à la fin. Enfin, et parce que je veux pas spoiler, je dis rien. Et et du coup, quand tu mates ça la première fois et quand tu passes le choc de la fin et que tu remates après le film et cette fois-ci, tu sais ce que tu vas avoir comme histoire. Du coup, tu apprécies tous les petits détails, toutes les références et des trucs comme ça et tout. C'est vachement plus agréable et en fait, tu te rends compte que c'est un film dans lequel il fait bon rester, tu revois tes copains, tu retrouves des acteurs que t'aimes bien, machin. Lui, c'est ce qu'il a voulu faire en fait. Et Mm. moi, quand je l'ai vu la première fois, je trouvais qu'il y avait un peu trop de scènes de bagnole, que Margot Robbie, elle était pas super présente, machin, tout ça et tout. Et quand je l'ai Ouais. revu, j'ai vachement plus aimé. Et quand j'ai entendu ce que Tarantino voulait faire dessus, quand j'ai travaillé sur le livre, j'ai compris ce qu'il voulait faire. Et je comprends pourquoi lui, c'est son film préféré, par exemple. Ouais. Du coup, j'apprécie vachement plus le film. Là, je l'ai vu, par exemple, ils l'ont mis sur Netflix. Je pense que je vais le remater encore une ou deux fois avant qu'il enlève. Ouais. Parce Je que, pense que je vais euh, prendre Netflix. parce que c'est quand même agréable d'avoir un réalisateur qui a pas de mauvais films finalement dans sa filmographie. Moi, Jackie Brown, j'adore par exemple. Je trouve que c'est un film qui est Oui. exceptionnel et Oui, c'est clair. il y a tellement de trucs qui sont bien dans ce film. Et même si c'est pas un film qu'il a écrit lui-même, qu'il a réécrit par rapport au roman d'Elmore Léonard, Non. l'écriture d'Elmore Léonard l'a tellement inspiré pendant des années que l'univers est vraiment poreux quoi. C'est tu sais ce qui est Tarantino et tu sais ce qui est Elmore Léonard. Moi, j'ai lu le roman donc je vois la différence. Mais les deux sont super bien, quoi. Et donc du coup, c'est quand même agréable. Mais il a bossé pendant des années pour ça, pour avoir des films comme qui se tiennent, quoi. Et quand il a fait Boulevard de la Mm. Mort et qu'il dit, ça c'est, à la fin du montage, il disait, ah c'est mon pire film, mais il dit ouais ça va quoi. Si ça c'est mon pire film, Ouais, c'est ça. c'est bon, j'ai pas honte Mais c'est exactement ça. parce Bah, que ils sont juste à... T'as certains réalisateurs comme ça, même un mauvais film 2, ça reste un très bon film par rapport à la norme, en fait. C'est ça, de c'est ce qui ça. sort. Il y a des films de Ridley Scott qui sont des purges, Mm. alors que c'est un génie Oui. visuellement. Il a fait Mm. des films qui sont exceptionnels, Alien, Blade Runner, machin et tout. Mais G.I. Jane, je suis désolé, Ouais. tu vois. Ou le truc Mm. sur les bateaux là avec Jeff Bridges, il y a des films qui sont mauvais, vraiment mauvais. Avec les bateaux, tiens, ça me dit rien. Mais donc voilà, Alors, je donc réponds juste à Paul. ouais, Une nuit en enfer, c'est Robert Rodriguez, mais effectivement, bah, il l'a écrit voilà. et il l'a fait. Il l'a pas réalisé. Il Oui. savait qu'il Non. allait pas le réaliser, mais Robert Rodriguez avait dit qu'il s'était inspiré de la façon dont Tarantino filmait pour faire certaines séquences que lui n'avait pas l'habitude de faire, dont la séquence où on découvre, où tu as comment il s'appelle ça, George Clooney qui vient, qui rentre, qui va chercher la bouffe, qui re-rentre dans la chambre d'hôtel, qui parle à son frère et qui se rend compte qu'il a un hamburger de plus dans la main et qui se dit merde, il manque un truc et il se rend compte à ce moment-là qu'il manque la nana qui a été kidnappée et
Et la façon dont il découvre la scène, et il a vraiment la gueule défaite, et il dit, vas-y, explique-moi ce qui est en train de se passer. Et t'as Tarantino qui essaye d'expliquer, il fait, ah, elle a voulu s'échapper, machin, tout ça et tout. Et cette séquence-là, elle est tournée comme si Tarantino l'avait tournée. Ouais. Et il a rajouté des trucs comme ça. Alors que Rodriguez est un très bon réalisateur, Ah hyper oui. inventif. J'adore J'adore. ce film, il est exceptionnel. Mais Tarantino n'a rien réalisé sur le film, il a pas aidé, il a dit, moi je suis acteur sur le truc. Ils l'ont préparé ensemble, donc il est pas producteur en tant que tel, mais ils ont fait le film, ils ont préparé le film ensemble. Mais c'est Rodriguez qui a fait la réalisation tout seul. Il a besoin de personne, Rodriguez, pour la réalisation. Il n'y a pas de problème. Ah, moi, j'adore Rodriguez. Il est tellement inventif, tellement fou, ce type. C'est bon, bref, c'est pas le sujet de. Ouais, c'est un réalisateur qui est Ça, excellent. ça l'est parce que c'est tout mon troisième chapitre dans le bouquin dans mon Oui. bouquin. C'est autour du travail de Rodriguez et de Tarantino qui estiment que ils se sont inspirés l'un et l'autre, ils ont fait énormément de choses ensemble et du coup ça me permet de parler du travail qu'il fait en collaboration avec des gens en fait. Moi, j'ai Que, adoré cette partie-là du bouquin, ouais, effectivement. oui, oui, C'est très, très bon. Et effectivement, ce qui est marrant aussi, c'est de voir tous les coups du hasard qui arrivent et aussi ces petits moments où tout aurait pu s'arrêter, s'effondrer et finalement, et c'est incroyable de se dire que finalement, des fois, sa carrière, elle a tenu qu'à un fil et à pas grand-chose et de passer à côté de certains artistes comme ça, c'est fou, hein. On aurait pu ne jamais avoir Tarantino quelque part à un moment donné. mais il y a énormément de choses hein, qui comment on appelle ça, le paradis des œuvres non produites et c'est la plus grande bibliothèque de l'univers. Hein. Ouais. Il y a énormément de Oui. choses qui sont de qualité, mais qui n'arrivent pas à trouver le bon ancrage et tu as toujours besoin d'une seule personne qui dit oui en face. Et les C'est vrai. 16 personnes qui vont me dire non n'ont aucune importance, c'est la personne qui va dire oui. Mm, Moi, il y mm. a des bouquins qui ont été refusés par tout le monde, et quand tu as une personne qui a dit oui, je m'en fous des autres maintenant après. Oui. Et je m'occupe de la personne qui dit oui. Donc, c'est lui a eu plus de chance. Il y a plein de gens qui ont eu plus de chance. Mm. Mais lui, il a eu la chance que ça fonctionne très très vite tout de suite. Ouais. Du coup, Weinstein, pour lui, c'était la poule aux œufs d'or. Donc il disait oui à Quentin pour tout. Et il savait qu'il allait récupérer des sous. Et truc qui m'a beaucoup plu aussi dans le bouquin en tant que vieux con qui bossait en vidéoclub, le rapport justement à la production de films et avec l'argent finalement qu'on pouvait gagner à l'époque grâce à la VHS, grâce à la vidéo, enfin, à cette exploitation-là hein, du cinéma aussi et des BO. J'ai adoré ce passage-là parce que finalement ça nous parle d'une époque qui est en train de mourir et qui est vraiment sur la toute fin là. Et j'ai adoré ce passage-là aussi. Oui, mais parce que Tarantino, il a fait exactement ce qu'a fait Lucas en fait. Lucas, il a Exactement. dit, ok. À l'époque, quand Lucas il a dit, moi je veux les droits dérivés pour les films. Les Ouais. mecs, ils ont dit, on s'en fout, vas-y. On n'a jamais fait de l'argent avec ça, donc ils lui ont filé les droits. Et lui, il a fait des milliards avec ça. Mm. Tarantino, il savait que les BO et les VHS, son cinéma à lui, et du coup, il avait des contrats qui étaient énormes. Il avait des pourcentages qui étaient démentiels sur ces trucs-là. Et il s'est fait une thune malade avec ça. Et aussi, il a réussi à créer, toucher Ouais. vachement le gens il y a plein de gens qui ont loupé Réservoir Dogs au cinéma. Ah oui, ils l'ont vu Moi, après Pulp Fiction. moi, qui l'ont vu après Pulp Fiction ou qui l'ont vu en VHS, Mm. moi, je l'ai vu à la première séance. Parce que à l'époque, tout ce qui était polar, je regardais toutes les bandes annonces. Et ce qui était intéressant au ciné avant, c'est que quand tu allais voir un polar au cinéma, ils faisaient des bandes annonces de polar dans la salle. En fait. Mhm. Donc du coup, t'avais pas un film avec une comédie musicale ou un Disney quand t'allais voir un polar. T'avais, Ouais. tenez, il y a Sonatine qui va arriver bientôt. Regardez, il y a un mec qui s'appelle John Woo qui fait des films. Il y a The Killer. Et t'avais ça. Et du coup, tu dis, bah ok, je vais voir un polar et je sais que dans 2 semaines ou dans 3 semaines, j'ai mon prochain polar qui est préparé. Et quand j'ai vu la bande-annonce du Tarantino, j'y suis allé à la première séance du mercredi. Et j'ai dit à mes potes, ça y est, les années 80 sont finies, quoi. Ça y Ouais, est, on ouais. y est, les gars.
Les bons C'est films ça. sont là maintenant. Et c'était que le début. Et il y avait tous les films des années 90, du début des années 90, qui est Clerks, Rodriguez avec Desperado, où tout le monde personne voulait croire qu'il l'avait fait avec $6 000, quoi. $7 000. Ouais. Mais oui. C'est vrai que ça a été une décennie complètement incroyable, hein. Ouais, c'est... Et Tarantino dit que maintenant c'est la pire période pour le cinéma, Ouais, et je je Mm. me suis dirais ça. grave d'accord avec lui. Parce que Je même quand t'as pense. un bon film, pardon, j'ai vu Amsterdam, et Ouais. j'adore David Russell. J'aime tous ses films. Je trouve que le film, il est super, il y a les meilleurs acteurs du moment dans le film. Mm. Il n'y en a pas un qui soit mauvais, ils sont tous bons, ils sont tous exceptionnels, et le film lui manque un petit quelque chose, en fait. Ouais, ouais. Et C'est pourtant, le tout. film est super bien filmé, les dialogues sont super, l'action est super, tous les acteurs sont formidables, la musique est super, machin. Et il manque un petit truc. Donc même quand tu as un film qui est haut de gamme, Ouais. il est pas à 10 sur 10, quoi. Il y a Mm. encore, tu t'es à 7 et t'es content de l'avoir vu, mais t'as pas la claque comme que tu peux avoir pour d'autres films, par exemple. Ouais. Donc, Tu vois, si là tu vas ce soir, on se met le Blu-ray des Affranchis, dès les premières minutes, tu as quelque chose qui marche et qui fonctionne et qui t'entraîne et tu sais que tu pars dans un plaisir de cinéphile et de cinéma qui est global et tu retrouves plus ça en ce moment. Tu retrouves plus cette petite étincelle. non, mais Enfin, parce à que moi, le, hein. les, pour moi, la création, elle est dans la série télé maintenant. Tous les mecs qui veulent, tous les autres créateurs qui veulent vraiment bosser à fond les scénarios, ils Mm. vont dans la série télé. Du coup, au lieu d'écrire, ils y écrivent pour 10 heures maintenant. Au lieu Ouais. d'écrire pour 10 heures de film et de le couper pour que ça arrive en 2 heures et que ce soit hyper dense, maintenant ils écrivent en plusieurs épisodes et ils peuvent se permettre des trucs vraiment exceptionnels. Et, la majorité de la création intéressante, moi j'ai vu très peu de films récents qui soient vraiment bien, quoi. Hmm. Le dernier film Franchement, bien que j'ai vu qui m'a tué, c'est Uncut Gems des frères je connais. Saadi. J'ai pas C'est vu. ça, c'est le film avec euh, Adam Sandler Ah ouais. Je savais même pas où qu'ils il avaient joue sorti un film pareil liste, tu vois. et pas Farid, c'est les frères Saadi, Safi. Ah, je me rappelle plus, merde. Bon, il C'est faut pas que je grave. regarde. Dernier Uncut Sandwich. Games, Matt Uncut Games, Uncut Games, il est sur Netflix. C'est Ok. l'un des derniers films qui m'a attrapé, qui m'a pris, qui m'a recraché à la fin. Je note. C'est et il a fait un film aussi juste avant avec Batman, avec notre Twilight préféré. Euh, et ce film aussi est exceptionnel. Donc c'est des polars denses, Mm. vachement bien foutus. Généralement, il prend des acteurs que tout le monde déteste et il fait des films exceptionnels avec. Et, euh, et ça manque en fait ces trucs-là. Uncut Gems. Ok. Je note, je note. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on retrouve. Je me surprends des fois à voir sur les réseaux sociaux des minots, hein, parce on est tous des enfants des années 80-90, on va dire, Oui. ayant grandi dans les années 90. Il y a des minots, donc des minots qui sont nés milieu des années 90, début des années 2000, qui se plaît à regarder à se faire une filmo, à regarder une filmo des films qu'on a connus. Et ça me fait plaisir de voir leurs commentaires sur des films qu'on pourrait se dire, bah, non, non, ils vont détester parce que maintenant, Mm. c'est binge-watching sur Netflix ou des films à grands effets spéciaux, gros budget, machin. Et ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, il y a quand même des jeunes voilà, qui aiment aussi le cinéma qu'on a connu. Donc c'est ça qui fait vraiment plaisir Mais aussi. parce que ce cinéma, il existe sur les plateformes de streaming, comme ça et tout. Voilà. Donc les jeunes ont plus tendance à aller regarder les films comme ça. Mais du coup, les Tarantino, les Scorsese, ces trucs-là, et tu les trouves en fait sur les plateformes de streaming. Il y en a toujours un ou deux qui traînent. Donc du Mm. coup, Ouais. tu regardes par hasard, tu tombes sur le Loup de Wall Street ou sur Gang of New York ou Taxi Driver et tu fais waouh, attends, c'est quoi ce truc? Ah ouais. C'est quoi ce que je viens de me prendre dans la gueule là? Mm. Mm.
Et puis c'est des films qu'on pourrait pas faire maintenant. Personne pourrait faire Taxi Driver maintenant. C'est fini, ouais. Non. Tu vois, Ouais. le rôle de Jodie Foster, il serait impossible à caster de nos jours. Ah oui. Ça. Donc, et le racisme qu'il y a dans le film et tout, il est impossible à faire maintenant. Et, eh ben c'est dommage. Parce qu'on Ah oui, c'est on dommage. loupe, On bride la création, de toute façon. Ça reste que de la fiction, hein, donc. Ouais, bien sûr. Après, c'est- Mais c'est vrai qu'il y a un Ok. vrai problème d'écriture, hein. Je me suis rematé les 3 Die Hard là d'affilée. Et Lesquels? ça, Les 3 premiers? ouais, voilà, les trois seuls qui existent, de toute façon. Ouais. Mais il y a une écriture dans le 3 par exemple, enfin, c'est écrit, c'est ciselé, les dialogues sont cordeaux, la mise en scène, elle est hyper chiadée. Et c'est vrai que tu retrouves plus ce plaisir même simple sur un actionneur. Tu le retrouves plus. Il manque quelque Non, chose, mais je trouve. parce que maintenant, c'est des écritures par comité, quoi. C'est, quand tu vas, le film avec, Will Smith où il se bat contre lui-même, là, Gemini, quelque chose, là. Ah oui, Ouais. Euh, Du minimal. Gemini Man. C'est mauvais. oh, c'était mauvais, Ouais. ça. Hmm. Will Smith a fait des blockbusters toute sa vie. Il a fait quand même le plus grand film, le plus grand blockbuster de l'univers, c'est Bad Boys 2, qui est le film le plus con de l'univers. Et en même temps, tu peux pas t'empêcher de kiffer chaque seconde. Puisque Michael Bay est un mec d'une profonde bêtise, Hmm. mais c'est un mec qui sait bouger une caméra. Il fait des plans à 360 qui passent à travers le mur et il arrive à faire un truc. Le mec, il est dans la boîte de nuit, t'as la drogue qui tombe dans le verre et ça suit dans le conduit, machin d'aération, et t'as la nana en train de danser derrière et elle a une overdose et tu vas jusqu'à l'amener dans la rue et en un seul plan Hmm. et tu fais OK. Ce mec, s'il avait un cerveau, ce serait un génie. Mais malheureusement, le maximum qu'il peut faire, c'est Bad Boys 2. Et Bad Boys 2, c'est le level le plus haut de conneries et de maîtrise de cinéma. C'est clair. C'est un gros technicien, hein. C'est un gros technicien, hein. Et le mec, il fait un film. Moi, je l'ai vu avec mon fils, mon autre fils, qui était jeune aussi à l'époque, et qui m'a dit, c'est super bête, mais vraiment, c'est marrant. Et on l'a maté en entier, et c'est exceptionnel. Ils avaient des grues pour balancer les voitures dans l'accident de voiture, quand ils font la poursuite, là. Ils avaient une grue où ils projetaient les voitures comme ça, les unes contre les autres. Putain, T'imagines le incroyable. mec qui invente ça, quand même. Incroyable. Il dit, on va faire des accidents, on va faire des piles de voitures, et on va avoir une grue qui va balancer une Lexus à 6 mètres au-dessus des autres pour que ça tourne, et on va faire un plan de caméra qui tourne comme ça. Et la Énorme. caméra, et la voiture, quand elle va être lancée, elle va être lancée en direction de la caméra, et on va expliquer au caméraman qu'il n'aura pas de protection. Voilà. Énorme. Et Une autre époque. voilà, une autre époque. Et maintenant, les films ressemblent presque tous à Bad Boys 2 et pas trop à ce qu'ils pourraient faire. Ouais. Bon, il a Mais- quand même fait The Island, qui reste une Ouais, moi nouvelle. j'aime beaucoup aussi. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Mais parce que J'aime. le script était bon, quoi. Bon. Le script est bon, ouais. Voilà, bah, et je n'ai pas l'heure du tout, je sais pas quelle heure il est, Je sais pas non plus. Alors attends, je Alors, regarde brièvement. Il est Il est 22h10. ouais, Ah oui, 22h. quand même. Bon. Ouais. S'il y a des questions dans le chat, je pense que c'est le moment, parce que je pense qu'on Ouais. arrive tout doucement à la fin du live, hein, parce qu'on a Attends, j'essaie de remonter. j'ai pas vu le temps J'essaie de passer. remonter, voir s'il y avait du. Ouais, je suis J'essaie très de remonter, bavard. voir Hein. s'il y avait eu des questions. Mais c'est bien. Ah oui, alors, il y a Silène qui a. Ah, d'ailleurs, Silène qui a lu la BD, je le sais, qu'il a eu chez. qu'il a eu. Pose la question, est-ce que tu sais justement, vu que le script a été traduit, enfin, la BD a été traduite, est-ce que tu sais, voilà, elle pose la question, est-ce que tu sais si Tarantino l'a lu? Non, Voilà, il l'a c'est pas la lu. question de Silène. Il n'a pas lu. Non, d'accord. Ah. Ok. Je sais pas si Silène est encore là. Mais... Je tente. J'ai plusieurs moyens pour essayer de faire passer le livre. Je vais tenter plusieurs techniques, mais ma technique principale sera sûrement de prendre un bouquin, de le mettre dans une enveloppe, de le poster, de marquer
Quentin Tarantino, Mulholland Drive, Los Angeles, et je pense que ça arrivera. Mm. Donc, si je peux arriver à faire en sorte que ça arrive plus finement, c'est ça. Sinon, voilà, je mettrai un bouquin, une lettre, un bisou, et je sais que ça arrivera au moins jusqu'à sa porte. Je sais pas s'il le lira, mais pour l'instant, il ne l'a pas lu. Ok. Ça viendra peut-être, qui sait. On a une bonne remarque dans le chat. Peut-être lui balancer avec une grue. On sait jamais. On verra, on verra. Je te dis, même s'il le lit pas, c'est pas grave. Je l'ai fait. Ouais. Mais C'est un j'attends très quand bon. même la version anglaise en fait. Je m'excite pas pour l'instant pour l'envoyer parce que j'attends la version anglaise qui va arriver l'année prochaine. Et du coup, je préférerais envoyer celle-ci parce que comme ça, il verra réellement toutes les conneries que j'ai mis dans le bouquin. Enfin, conneries. Ah ouais. Il pourra rire de ça. Il pourra voir les Ouais. blagues que j'ai mises, toutes les références. Parce que lui, il va choper 100% de toutes les références que j'ai mises. Parce que c'est sa vie Ouais. et il va Ouais. donc, je pense que j'aurai 4 lecteurs qui vont les choper toutes à 100%. Mais lui, vraiment, lui, il pourra les choper toutes. Et du coup, c'est plus intéressant euh, quand j'aurai la version anglaise. Donc, pour l'instant, je m'excite pas trop, je laisse faire les choses naturellement. Mais quand j'aurai mes bouquins en anglais, je Cool. manigancerai mon plan à la Willy le Coyote pour essayer C'est ça qui est bon. On croise les d'attraper doigts le... pour toi, en tout cas. Ouais, Ce serait moi aussi. chouette. Ouais, ouais. On croise les doigts pour toi. Bah voilà. Alors du coup, je vous propose qu'on fasse gagner la BD. Donc, on fait comme d'hab. Vous mettez, allez, vous mettez AME, A-M-E, hein, dans le chat, ceux qui veulent participer et gagner. Et à un moment donné, bah, JC, il fera défiler le chat et puis tu diras stop, Amé. Et puis comme ça, on fera gagner le bouquin. Si c'est assez clair, parce que je suis fatigué. Hein. Non, non, je pense que ça l'est. Devant, je suis un peu vieux et fatigué. Donc allez, Alors, faut que vous écriviez c'est vraiment Amé excellent. dans le chat. Ouh, Ouais, réveillez-vous. Bah oui, t'as le droit de jouer. Tout le monde a le droit de jouer. Tous les présents. Hein. Je sais qu'il y a le copain aussi, FFX84, qui serait intéressé. Mais oui, jouez, jouez. et je dois dire stop, c'est ça? Ou Alors, faut attends. attendre un peu? Pour l'instant, j'ai que deux D'accord. participants. Ça va faire juste pour le défilé. Hop. Personne d'autre. Alors, attends. Alors, hop. Ils l'ont tous acheté en fait. Alors, attends. Et c'est On va ça qu'on attendre encore un petit peu. Tiens, je peux poser une autre question en Vas-y, attendant. vas-y, vas-y. Ah, là actuellement, on va dire dans on va dire pas forcément dans un médium précis, un de tes derniers gros kiffs, que ce soit lecture, série, cinéma. Hein. En série, c'est le showrunner Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders. Il a fait une série qui s'appelle SAS Rogue Heroes. Et il se trouve que c'est l'origine des SAS, donc c'est exactement ce que j'ai fait, ce que j'ai mis à la fin de mon livre de Nazi Killer. Donc j'avais lu le bouquin dont il s'est inspiré pour faire la série. Ouais. Et j'ai dessiné mes pages et après j'ai maté la série. Et c'est exceptionnel parce que non seulement moi je suis au courant donc parce que j'ai lu les bouquins d'histoire donc j'ai toutes les références, je connais les gens, machin tout ça et tout. Et il parle de David Sirling qui est le créateur des SAS, il parle d'un mec qui s'appelle Paddy Mayne qui a été le mec qui a récupéré les SAS et qui ont fait les SAS le commando d'élite qu'il est. Et j'ai Paddy Mayne je commence mon bouquin par Paddy Mayne, en fait. Et je finis mon bouquin par Paddy Mayne. Donc, du coup, c'est exceptionnel de faire un bouquin, de travailler, d'avoir fait la recherche et d'avoir le mec qui fait Peaky Blinders, qui fait une série pour toi, de 6 épisodes, et il va mettre dans sa série des épisodes que toi, t'as dessinés. Donc, Ouais. voilà. Ça a été non seulement mon coup de cœur, mais en plus un truc que j'attendais pendant très longtemps. Parce que
c'est exceptionnel de voir ce qui a été fait, quoi. Donc, Elle est diffusée elle est via- diffusée. Moi, je l'ai vue sur Internet. Ouais. Ah ouais, elle est pas Mais encore elle va diffusée, arriver. Techniquement, ils ont récupéré Peaky Blinders sur Netflix. Donc, à mon Ouais. avis, ils vont récupérer cette Ça série. sera sur Netflix. Je crois qu'elle est finie de diffuser, mais j'en suis même pas sûr. Mais c'est super bien. Déjà, c'est un truc d'action et euh, et c'est vachement marrant aussi. Il y a plein de moments qui sont vraiment délirants et en même temps, c'est des trucs, c'est rough quoi. Il y a les mecs qui sautent en parachute dans une tempête de sable, ça fait mal quoi. T'as mal pour eux quand même. Donc voilà. Et c'est le mec qui a fait Peaky Blinders. Tu retrouves l'esprit. Il y a toujours cette musique anachronique qui vient rythmer les épisodes et tout. Le rythme, c'est hyper bien filmé. Donc voilà. Donc ça a été mon truc. Et aussi, il y a eu une série que j'adore qui s'appelle Gang of London, Je connais pas. réalisée par Gareth Evans. C'est le réalisateur de The Raid 1 et 2. Et Ah oui, ok. The Raid 1 et 2 qui sont les films d'action les plus exceptionnels des 10 dernières années. Et il a fait une série qui s'appelle Gang of London. C'est énorme, énorme, énorme. J'ai jamais vu ça. Au niveau de l'action, il y a des séquences qui sont mais impressionnantes. Ça met John Woo à l'amende sévèrement. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Non, on est Ah dans bah. du level surhumain. C'est-à-dire que The Raid 1 et 2, c'est les meilleures séquences d'action qui ont été tournées. Ah ouais, bah dis donc, Point. tiens. Pas par rapport à point. C'est Ah, exceptionnel. Les artistes martiaux malaisiens qui tournent dans les films sont des mecs qui sont talentueux à la race. Et lui, il est d'une inventivité rare. d'accord. Et il a fait donc cette série, Gang of London. Donc, tu as la densité d'un film à la Coppola, avec une histoire de famille à la Shakespeare, quoi, avec un vrai drame familial, et des séquences d'action qui sont mais incroyables, incroyables, des trucs et, euh, et et ça c'est un peu connu, c'est pas super connu, mais Ouais, je et ça connaissais le nom, se mais je ne suis jamais allé. ouais ouais et il y a la deuxième Allez. saison, il y a la deuxième saison qui est vachement bien, qui est un peu un cran en dessous parce que justement le showrunner il est en train de tourner un film en ce moment, donc il a juste produit la deuxième saison. Mais ils ont quand même gardé un level qui est vraiment surhumain par rapport à toutes les séries. Mais la première saison, c'est une claque mais monstrueuse, quoi. Vraiment, c'est, je dirais presque, si vous aimez pas, je rembourse, mais non, Je note. franchement, ouais, ouais. Gang of London, saison 1 et 2, et ceux qui n'ont pas vu The Raid 1 et 2, c'est, Ah oui, ouais, c'est ça Ok, tabasse. bah je note, je ne serais pas allé, mais ok, tu me l'as bien énorme, vendu. énorme. Ah ouais, non, énorme, énorme, énorme. Super. Alors, Mais, Allez, tirons. on va faire défiler quand tu veux, Amazon. Hop. hop, Alors, top, ce sera Arline. Eh ben, bravo! Arline, félicitations à toi. En plus, c'est une passionnée aussi de cinéma, donc bah, ça fait bien plaisir. Donc, envoie-moi tes coordonnées en MP, je les transmettrai à l'éditeur. Et voilà, bah, écoute, je suis ravi que tu aies gagné. Merci beaucoup, Amé, pour ta disponibilité ce soir. Merci pour ta passion parce que bah, tu confirmes à travers ce live toute la passion qu'on retrouve dans le bouquin. Voilà, c'est ravi de pouvoir échanger avec toi et quand tu veux. Voilà, tu n'hésites pas. Si tu veux venir parler de ta prochaine BD, c'est avec grand plaisir. Bah, je Pour t'enverrai un échanger. petit message Ouais. quand la BD sera dispo et voilà. Juste un dernier truc, on va finir sur ça si vous voulez bien. Yes. L'image de la couverture, Oui. c'est une idée que j'avais dès le début Ouais. et pendant l'année où j'ai travaillé sur le bouquin, tous les jours j'allais sur Internet et je tapais
Tarantino dans la pose de Uma Thurman, Tarantino dans la pose de Pulp Fiction. Ah ouais? Et il y en a aucune. Personne ne l'avait fait avant. Ah ouais? Ah ouais. Et j'ai cherché pendant 1 an tous les jours. Ah ouais. Ah, Putain, c'est excellent. excellent. Et Non, puis, j'étais impressionné que personne ne l'ait fait. Il y a eu des images qui ont été faites à la Pulp Fiction, mais Ouais. mettre ouais. Tarantino dans la pose de Uma Thurman avec son costume noir de Reservoir Dogs, entouré Les des... tennis, Voilà, personne ne l'avait fait. Donc en les fait, tennis de la mariée. c'est une... Voilà, voilà, il y a comme il y a dans le, comme j'ai vu dans le bouquin, il y a 47 références à la fin du bouquin que j'ai donné pour montrer toutes les références sur la couve. En fait, c'est une image qui est familière et originale. C'est Et vrai. quand j'ai eu l'idée, j'ai pouffé de rire dans mon bureau pendant 5 minutes, non-stop. Ah ouais. Et après, pendant 1 an, tous les jours, je tapais, avant de commencer de bosser, je tapais Tarantino dans la pause machin. J'ai regardé sur Pinterest, sur Google, Trop bien. sur Tumblr, sur Et Facebook. personne. Personne n'avait fait cette image-là particulièrement. Et j'ai Génial. vu 40 images différentes à la manière de Pulp Fiction. Ouais. Il y a même un mec qui a fait une image incroyable, il a fait le contre-champ, en fait. Ok. Ah ouais. T'as Ah, Uma sympa. Thurman dans le contre-champ, et dans le contre-champ, dans sa chambre, elle a une chambre qui est entièrement remplie de, comme ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire de matos, de trucs, d'affiches de Tarantino dans tous Ouais, les c'est sens. bien. Donc on voit les pieds de Uma Thurman, et on voit ses cheveux, elle est assise sur le lit comme ça, et on voit la télé qu'elle est en train de regarder, et machin comme ça. Et Ah tout. ouais. Cette image, elle est vachement bien. Et du coup, il fallait que je fasse un truc qui soit au moins aussi fort que ça. Et j'étais content d'avoir trouvé un truc original. Et je suis très content de mon image de chien de Reservoir Dogs, mon espèce de peinture de Reservoir Dogs. Ça Ouais. aussi, quand t'as une idée comme ça, tu te marres pendant 5 minutes non-stop. Ah, mais c'est trop bien. Mais t'as dû te régaler à le faire. Mais ça se sent, hein, que Ah, tu t'es régalé à l'écrire, hein. C'est ah vraiment, ouais. en Voilà. lui lisant. C'est que du bonheur. Ouais, ça résume ouais, un sacré paquet de choses du livre, rien que en regardant tous les objets. Quand tu as lu le bouquin, que tu reviens sur la couverture après, ouais, Ouais. D'ailleurs, je vais faire une exposition pour mes 20 ans de bande dessinée. Ça sera à Drancy. Ça sera au château de la Doucette. Et l'affiche de l'exposition, de la rétrospective, ce sera moi sur le lit avec Ah, mes objets à moi, en fait. Pas les objets de d'accord. Tarantino, mais mes objets de mes 20 ans mais dans la même pose. excellent. Ah, Et ça va être très cool. Donc c'est une expo qui fera 400 mètres carrés sur 5 salles, un truc assez énorme. ah ouais. Donc, et je mettrai toutes les informations sur Ouais, mon Instagram, machin et n'hésite pas à tout. nous le faire parvenir, on repartagera avec plaisir. Ben Ah ouais, voilà, grave. donc dès que j'ai l'affiche, Ah ouais, pas de souci. je passerai les infos. Et donc voilà, donc il y a ça qui va arriver bientôt et ça va être rigolo. On verra les affiches il y aura des impressions de 2,50 m de haut, de dessin, enfin des trucs. Ça va être Ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. Donc voilà. top. Bah, de beaux projets. Merci beaucoup à toi. Ravi de t'avoir reçu. Au plaisir de partager la suite de ton travail. Vraiment, entre passionnés, ça fait vraiment plaisir de se soutenir. Le live sera disponible en replay sur le compte Instagram et je verrai pour voir peut-être le mettre sur YouTube avec JC ce qu'on peut faire s'il est OK. Oui. Ou de le mettre sur ma chaîne. Enfin, Oui. voilà, comme ça élargit l'audience. Voilà. Merci JC beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Amé, et merci à toutes les personnes qui ont suivi le live, qui sont passées, qui sont reparties. Je sais qu'il y en a plein qui passent, qui vont le revoir en replay demain. Merci à ceux qui ont été là parce qu'on a beaucoup parlé. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup, Aimé. Salut Salut. Kevin, merci. Ciao, merci.